rebonjour à toutes et à tous. Après cette matinée où on a évoqué beaucoup de sujets, matinée riche et variée, on va avoir une après-midi qui sera plus courte, mais plus dense, sur le thème de l'évolution du statut de la fonction publique territoriale. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, peut-être sous une forme de déformation professionnelle, pour planter le décor, déformation professionnelle de journaliste, de faire une petite revue de presse des titres, un petit florilège des titres de nos confrères de la presse nationale, je ne citerai pas les auteurs ni les médias, sur le statut au cours des derniers mois. Je vous donne cette liste pour commencer avec un statut trop vieux, sur telle une d'un magazine, auquel faisait écho une autre solution un peu définitive, il faut enterrer le statut. Ou encore un statut inadapté, auquel une autre solution était proposée, qui était il faut supprimer le statut. Parfois, c'est un peu de jalousie, un statut qui fait envie. Parfois encore de vieux termes dont on a perdu le sens, mais qui font leur effet, haro sur le statut ou le statut sur la sellette. Voilà, j'arrête cette liste, mais on pourrait trouver beaucoup de titres du même acabit. Bref, pour certains, la fin du statut, ce serait une sorte de panacée, quoi. Fini les lourdeurs, fini les paralysies, fini les protections injustifiées, vive l'efficacité et vive la souplesse. Et les propositions sont diverses. Certains élus ou experts prônent une suppression totale du statut, d'autres veulent le maintenir pour des fonctions plus régaliennes, d'autres préfèrent un assouplissement, voire un contournement. Pour certains, le secteur public doit être fondu dans le privé, les agents devant être recrutés par contrat. D'autres encore souhaitent des modifications statutaires plus significatives sur la rémunération, sur l'emploi, sur le recrutement, sur les retraites. Beaucoup parlent de performance, toujours de performance du service public. Encore faut-il ne pas donner plus d'importance à la performance du service qu'au service lui-même. Encore faut-il que l'indicateur ne supplante pas l'intérêt général et que les moyens ne remplacent pas les objectifs. Et c'est peut-être aussi à ça, entre autres, que sert le statut. Alors je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'il faut parler effectivement d'évolution du statut, qui a déjà quand même pas mal évolué. J'ai quand même regardé depuis 1983 de 210 modifications législatives et 300 réglementaires depuis 1983. Donc de l'évolution, il y en a eu. On parle, notre nouveau président, je cite ces mots, de modernisation et de décloisonnement, comme le propose Emmanuel Macron. Mais pour reprendre une expression pugilistique que j'aime bien, sur ce genre de sujet comme sur d'autres, il y a une différence entre la beauté du sport et la réalité du ring, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, entre les principes généraux et la pratique. Et je crois que qu'on soit dans des grosses ou dans des petites collectivités, cette réalité, on la connaît. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 3 intervenants qui vont nous parler à la fois de la beauté du sport et de la réalité du ring. Bon, Philippe parlera de la beauté. Le reste du sujet, ce sera pour je ne sais qui. Et je les présente, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, donc Sonia Pavik à ma gauche, qui est DGA RH et service au public à la ville d'Aix, et qui est par ailleurs vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités. Philippe Laurent, maire de Sceaux, président de ce qu'on appelle affectivement le Conseil Sup, et secrétaire général de l'AMF, et Michel Klopfer, qui est consultant en finances locales. Vous pourrez évidemment les questionner tout à l'heure. Moi, je leur poserai également, évidemment, quelques questions. Et on va commencer par vous, Michel Klopfer. On vous a vu à diverses reprises sur les plateaux de BFM, face à la, charmante Agnès Verdier-Molinier de l'IFRAP. Et ne souriez pas. Et puis de certains de ces réquisitoires, je pense qu'on a aussi peut-être parfois beaucoup de choses à dire ou à redire sur les finances locales. Alors vous allez nous proposer un point sur leur situation, sur leur perspective. La table ronde était sur l'évolution du statut, mais c'est vrai que parler de ressources humaines, il faut aussi parler des ressources qui sont derrière, parce que l'évolution du statut sans ressources, c'est peut-être quelque chose de compliqué. Voilà, donc on va vous laisser la parole. J'espère que vous n'allez pas nous réfrigérer quand je vois ce que vous nous avez mis derrière. Je sais que vous êtes un homme de cadrage et un homme de chiffres, donc je vous remercie d'avance d'essayer de tenir les 15 minutes qui vous sont dévolues. Ou du moins pour la présentation. Merci. Effectivement, ce paysage fait partie de la présentation, puisque ça symbolise la glaciation qui attend les finances locales au cours de la mandature 2017-2022, si nous y arrivons. Restez couvert, restez couvert.
Donc on a pu d'ailleurs échanger dans la voiture avec Hugues Périnel. Là nous sommes au 78e degré de latitude nord, au Spitzberg. Ouais, Température extérieure, moins 20 degrés. moins 30 la nuit. Au moment de la totalité de l'éclipse, parce que j'étais allé pour ça, c'était moins 27. Donc on a failli perdre les doigts. Alors, autre particularité, donc chacun connaît le calendrier. Je tremble déjà de ce que je vais avoir à dire le 4 juillet prochain au forum de la Gazette, où, comme on sera 15 jours après la législative, on sera censé leur présenter ce qu'ils vont trouver dans la loi de finances 2018. Là, on peut encore se dire qu'il y a un petit aléa avec les législatives et qu'on va donc se contenter de parler d'une... Alors, je vais d'abord vérifier que mon PowerPoint avance bien, c'est ça. Donc, on va se contenter de leur parler simplement de la situation dans laquelle sont les finances territoriales aujourd'hui et évidemment de leur plus ou moins grande solidité ou fragilité. Bon, je ne vais pas vous passer en revue, puisque vous aurez le PowerPoint, vous l'aurez, j'imagine, sur le site du centre de gestion. Donc, je ne vais pas vous passer toute la page en revue. J'attire simplement l'attention de tout le monde sur un point qui est ici. Il est assez ancien, hein, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent. Il y a un quart de siècle, le système a connu quelques craquements. D'ailleurs, c'est des choses qui reviennent parfois dans la bouche des journalistes. Lorsque nous avions eu l'occasion de faire l'audit du département de la Seine-Saint-Denis en 2008 et d'identifier les produits structurés, les journalistes me disaient « mais est-ce que la Seine-Saint-Denis va faire faillite ?» Alors on leur répondait que, évidemment, la faillite n'existe pas dans le monde local. On ne peut pas imaginer, mesdames et messieurs, qu'un huissier vienne saisir le bureau du maire ou du président. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que on a parfois des Américains qui confient au Louvre des donations, parce qu'au moins, on ne risque pas de les vendre. Ensuite, c'est ce qui s'est passé à Détroit, où ils ont dû céder les tableaux de leur musée quand ils ont eu quelques difficultés financières. Néanmoins, il y a eu des cas de surendettement. Ces cas de surendettement ont été jugulés au début des années 90 d'une manière extrêmement simple. Les maires de l'époque ont augmenté violemment les impôts. Quand je dis violemment, c'était des hausses à 2 chiffres, hein, sans parler des communautés à fiscalité additionnelle qui se mettaient en place à cette époque et qui augmentaient les impôts sans que les communes baissent les leurs. Et on a pu le faire, ou ils ont pu le faire, parce que d'une part, les taux de la fiscalité locale étaient très bas au début des années 90, et d'autre part, les bases fiscales n'avaient pas été démantelées par les gouvernements successifs. Ça veut dire que lorsqu'il y aura des craquements, à mon avis, au moins aussi importants à la fin de la décennie ou au début de la suivante, il n'y aura évidemment pas ces marges de manœuvre, ce qui, rien qu'à en parler, justifie le fait que le centre de gestion se préoccupe de la question au regard des dépenses de personnel, puisqu'elles représentent, comme chacun sait, 53 ou 54% dans les communes, plus le personnel indirect, et à peu près, en moyenne nationale, sur toute collectivité confondue, 30%. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis ici, nouveau cycle de baisse des dotations. C'est vrai que des observateurs ont pu se dire, en écoutant les débats de la présidentielle, je parle des débats de premier tour, bah finalement, le grand perdant de ces débats, c'était les finances publiques, parce qu'aucun des programmes n'était équilibré. Et ça veut dire que comme il va falloir évidemment les rééquilibrer, je parle même les deux plus sérieux n'étaient pas équilibrés, les autres, j'en parle même pas, on ne se posait pas la question. Donc ça veut dire qu'il y aura, ça risque de se passer plus mal que ce qui avait été envisagé. Donc, quelques éléments d'abord pour montrer dans quel cadre institutionnel on est. Ça, c'est l'évolution de l'intercommunalité depuis juste avant la loi Joxe, hein, la loi de 92. Nous étions à 11 millions de Français intercommunalisés au 1er janvier 92. Nous sommes aujourd'hui, évidemment, à la totalité. Je mets de côté les îles monocommunales au large de la Bretagne, où on les a dispensées de se regrouper. Et il n'y a plus que 4 millions de Français qui sont aujourd'hui dans des espaces à fiscalité additionnelle, autant dire que tout le monde est à FPU. Alors il y a quand même de grandes différences, puisqu'on ne va pas comparer les collectivités aux entreprises, mais on peut les comparer à l'État. Il y a quand même quelques grandes différences. Les comptes de l'État sont en déficit au premier euro d'emprunt. Les comptes locaux sont équilibrés par l'emprunt. Donc ce n'est pas la peine de bomber le torse en disant voilà, nous on vote des budgets en équilibre, alors que vous autres États, vous votez des budgets en déficit. Je dirais d'ailleurs, je rappelle que le dernier excédent de l'État remonte à Georges Pompidou. Même Raymond Barre n'avait pas été capable d'équilibrer les comptes. Alors, on pourrait se dire, en regardant le haut de la page, que les finances locales sont moins rigoureuses que les finances nationales. Quand on regarde le bas de la page, ça se renverse, parce qu'un budget local, c'est extrêmement fragile.
il faut surcouvrir sa section de fonctionnement, et on ne peut pas rembourser de la dette avec de la dette. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez ici les comptes de l'État 2017, c'est-à-dire le budget qui est en cours d'exécution. Vous voyez qu'on est à 50 milliards de déficit de la section de fonctionnement. Ça veut dire que 40%, 50 sur 127, 40% des dépenses de personnel de l'État sont payées par l'emprunt. Il n'y a pas d'amortissement dans les comptes de l'État. Donc les véhicules, les ordinateurs et les mobiliers appartenant à l'État ont une durée de vie infinie. C'est comme ça qu'on peut raisonner. Et en section d'investissement de l'État, il est prévu de lever cette année 185 milliards d'emprunts pour rembourser 122 milliards d'emprunts anciens, prendre en charge le déficit de fonctionnement et en tout et pour tout réaliser 16 malheureux milliards d'investissements d'État, dont 5,5 de FCTVA. Tout le monde sait ce que c'est. Ça montre bien d'ailleurs, il y a un bon vieux proverbe latin qui peut illustrer ça, je vous le traduire ensuite. Quod licet Iovi, non licet bovi. Ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis aux bœufs. Alors un jour j'étais en séance publique dans un conseil général, comme on disait à l'époque, du centre-est avec un président médiatique. J'ai cité cette phrase, donc le président du conseil général a pris son petit carnet, il m'a dit, monsieur Clopère, je vous citerai à l'Assemblée, il n'était pas encore ministre à l'époque. Je lui ai dit non, surtout ne me citez pas, c'est dans les pages roses du petit Larousse. Mais ça montre bien que vos élus ne peuvent pas faire de la relance keynésienne, déjà que l'État a du mal à en faire, mais ça montre bien évidemment les difficultés de l'épure. Et ce dont on parle ici, ce n'est pas un texte de la droite ou de la gauche, c'est l'ordonnance portant règlement de la comptabilité publique, 29 décembre 62. Ça remonte au général de Gaulle. Et je n'ai jamais vu un candidat à la présidentielle, même Philippe Poutou, mais il ne doit peut-être pas être au courant, qui ait proposé d'abroger ce texte. Mais bon, on pourrait toujours en parler. Alors ça, c'est les comptes de l'État et les comptes des collectivités présentés à la sauce État, puisque je vous ai dit que le système était différent. Donc on remonte ici à une vingtaine d'années. Nous sommes ici sur les critères de Maastricht. Le PIB, c'est un peu plus de 2000 milliards d'euros, donc 1%, c'est 20 milliards. Quand on est sur le zéro ici, soyons clairs, le zéro, c'est quoi? C'est vous terminez l'année avec la même dette, 31 décembre, que vous aviez au 1er janvier. Quand je dis vous, ce n'est pas votre collectivité, c'est le consolidé de toutes les collectivités. Donc les comptes de l'État sont ici en déficit. Vous voyez que pour remonter un excédent de l'État, il faudrait pratiquement sortir de la salle, revenir ici en 73. Les collectivités sont beaucoup plus vertueuses. Elles ont été suréquilibrées entre 1996 et 2003. Ça a été d'ailleurs le contre-coup de l'affaire d'Angoulême. Tout le monde a vu le ravin de la dette. Donc tout le monde a donné un grand coup de volant de l'autre côté, qu'on était à 3 mètres du ravin ou qu'on était à 30 km. C'est très psychologique. Alors c'est aussi d'ailleurs l'époque où les banques, Dexia pour ne pas les nommer, je sais qu'il y a des filiales de Dexia encore dans la salle, donc ils vous achètent des stands, donc je prends des précautions, qui ont attiré l'attention évidemment sur ces situations qui les gênaient parce que quand il y a bien sûr moins de dettes, eh bien, il y a moins de business pour les banques. Et donc ils ont tendu joyeusement des allumettes à ceux qui avaient envie de les prendre pour faire flamber leur propre rideau. Et ils ont eu un certain succès puisque ces affaires de produits structurés vont quand même coûter à peu près 3 milliards à l'État. Voilà, et donc vous voyez que les collectivités sont revenues à l'équilibre. Les gens ont fait gaffe. C'est à double tranchant, parce que Eckert, à un moment donné, est intervenu à l'Assemblée en disant, vous voyez que c'était rien de leur mettre 12 milliards et demi de baisse de dotation, parce que de toute façon, ils arrivent quand même à s'en sortir. Donc, si des fois on vous en mettait 10 milliards de plus, peut-être que vous arriveriez à surnager. C'est en tout cas ce qu'on peut se dire en haut lieu, le haut lieu étant évidemment le gouvernement en place, quel qu'il soit. Alors, voilà l'évolution de la dette publique. Vous voyez que les collectivités représentent une petite partie, moins de 10%. Il n'empêche que ce sont des entités subsouveraines et qu'elles ne définissent pas les règles que l'entité souveraine, qui est l'État, en bleu ici sur la carte, leur impose. Ça aussi, c'est un débat intéressant qui est posé généralement entre élus locaux et élus nationaux, indépendamment des couleurs politiques des uns et des autres. Quelle est la part des investissements publics qui sont réalisés par les collectivités? Alors, vous avez peut-être en mémoire le chiffre de 70%, on n'est pas à 70%. On est plutôt autour de 55%, parce qu'on ne prenait pas en compte dans les critères de l'INSEE les investissements militaires. Ce qu'on fait au Mali ou en Syrie est évidemment aussi à prendre en compte. Alors il y a un vrai débat là-dessus, et bien entendu, comme nous sommes toujours en campagne électorale, donc je suis soumis à neutralité, je vous ai mis les phrases et vous pouvez retenir celles qui vous paraissent les plus appropriées. D'un côté, les collectivités représentent donc
comme je vous l'ai dit, plus de la moitié des dépenses publiques. Mais d'un autre côté, les dépenses publiques représentent 4% du PIB et les dépenses privées en représentent 16%. D'ailleurs, il faut savoir que quand une collectivité fait appel à une entreprise, est-ce que c'est du public, est-ce que c'est du privé? C'est un petit peu des deux. Vous avez ici l'évolution de la dépense publique locale. Nous sommes, sur les 3 dernières années connues, puisque le chiffre de 2016 est encore estimé, nous sommes à 244 milliards d'euros. Donc on pourrait se dire, ça y est, les collectivités maîtrisent leurs dépenses. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact, parce que c'est l'investissement qui a morflé, pardonnez-moi l'expression. On est à moins 8,70 en 2014, moins 11,60 en 2015, on va être à moins 2, moins 3 à peu près en 2016. La dépense de fonctionnement continuant à évoluer, certes d'une manière moins dynamique que par le passé, mais continuant quand même à évoluer, ce qui évidemment n'est probablement pas le but recherché par les pouvoirs publics nationaux. D'ailleurs, j'avais été, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler au moment des questions, j'avais été invité, parmi d'autres, il y avait des macroéconomistes et des banquiers, au moment où il y a eu la grande ponction des 12,5 milliards qui ont été infligés aux collectivités. Nous étions dans le bureau de Mme Lebranchu. Le thème de la séance, je galège parce que ce n'est pas comme ça qu'on nous l'avait présenté, c'était comment sauver le soldat investissement. Donc, évidemment, la question méritait d'être posée. Comment faire en sorte de mettre des haies à franchir, tout en espérant qu'on allait sauter comme des cabris et continuer à investir. Bon, et j'ai demandé à l'époque à Madame la Ministre, nous étions donc en septembre 2014, je lui ai demandé, est-ce que vous comptez toiletter le statut pour que les collectivités ne soient pas trop pénalisées sur ce plan? Et on m'a répondu, elle m'a répondu, ben on ne fera rien avant le 4 décembre, parce que cette année-là, c'était la date des élections syndicales. Depuis, il y a eu 2 autres 4 décembre qui sont passés. J'ai peut-être raté une partie de l'actualité, mais c'est certainement un des sujets dont on sera amené à discuter tout à l'heure. Donc les taux d'épargne brute des collectivités, évidemment, piquent du nez. Les départements sont les plus mal lotis, alors que c'est eux qui, évidemment, ont la dynamique sociale la plus désagréable. Les capacités de désendettement, donc je rappelle, puisqu'il n'y a pas que des financiers, que c'est le rapport entre le stock de la dette et l'épargne, donc c'est le nombre d'années théoriques qui permettent de rembourser la dette, on est autour de 5 ans. Heureusement qu'il y a encore des marges de manœuvre. Mais ce qui ressort ici, et c'est quand même assez intéressant, c'est que ce sont les régions qui ont le plus souffert en dynamique dans la dernière année. Elles n'ont pas de ressources depuis la loi de ressources sur lesquelles elles peuvent agir depuis la loi de 2010, et par conséquent, c'est évidemment une situation qui est assez défavorable pour elles. Un point également intéressant, alors là, vous voyez peut-être pas les chiffres, mais la crête, ici, la montagne, c'est en milliards d'euros les investissements qui sont faits par les différentes catégories de collectivités. En vert, c'est l'épargne brute, donc c'est l'autofinancement qui vient du fonctionnement. Et en bistre, c'est les autres recettes d'investissement, c'est-à-dire les subventions que vous recevez, le FCTVA, les cessions. Quand le vert plus le jaune est au-dessus de la crête, vous vous désendettez. Quand il est en dessous, vous vous réendettez. On voit que les communes s'en sortent à peu près bien, que les intercommunalités, certes, augmentent leurs dettes, mais elles partent de très bas parce que ce sont des structures récentes, et que par contre, les départements s'en sortent encore de justesse à coup de hausse du foncier bâti, et les régions, par contre, ça explose. Heureusement qu'elles partent de bas, mais la situation devient extrêmement difficile pour elles. Alors, je vous ai mis ici, et je ne vais pas vous commenter toutes les situations, mais je vous ai mis ici la situation des 42 villes de plus de 100 000 habitants. Alors, il y a 2 manières de lire ce graphique. Ici, c'est les capacités d'endettement. Donc ça, évidemment, ce sont celles qui sont les plus solvables. Ça ne veut pas forcément dire, puisque l'objectif de la gestion, ce n'est pas forcément de gagner de l'argent. Et ça, ce sont celles qui sont le plus en difficulté. Et ici, je vous ai mis un tableau. Il n'est pas breveté, donc vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas réservé aux consultants. Le taux d'épargne, à 10, disons, ça commence à être une zone de vigilance. La capacité d'endettement, donc la zone verte, si je peux dire, elle est là. La majorité des villes sont dans la zone verte. Fin 2015. Les départements, c'est un peu plus tendu, parce que vous en avez avec le RSA pour la plupart d'entre eux, l'APA pour les départements ruraux, ben vous en avez beaucoup, qui sans avoir forcément une dette préoccupante, ont une épargne qui devient extrêmement liquide. Pour les régions, elles partaient d'une situation extrêmement florissante, mais comme je vous l'ai dit, la tendance est défavorable. Je regarde notre animateur parce que je me dis que le temps qu'il va me laisser va finir par se réduire très dramatiquement. Concernant les groupements, eh bien, on est dans une situation assez particulière, et c'est un sujet dont on va reparler. Les groupements sont appelés à prendre beaucoup de compétences, mais aujourd'hui, ou plutôt à fin 2015, il y en avait encore un certain nombre, y compris, parce que là ce sont des gros, ce sont des groupements de plus de 200 000 habitants, donc ce sont des métropoles, des communautés urbaines ou des grosses communautés d'agglomération,
eh bien, ce sont des structures qui, pour un certain nombre d'entre elles, n'exercent pas vraiment leurs compétences. Ce sont des structures de redistribution, donc il n'y a pas beaucoup de dettes, mais il n'y a pas beaucoup d'épargne non plus. Et là, vous avez toutes les communautés de communes qui existaient en fin 2015, donc il y en avait encore 2113. On vous a dit ce matin qu'il n'y en aura plus, il n'y en a plus en 2017 que 1200 et quelques, 1260. Vous en avez un nombre impressionnant qui ont une épargne brute très insuffisante. Ça veut dire qu'ils n'exercent pas leurs compétences. Ils reversent des dotations de solidarité communautaire à leurs communes. Voilà. Et évidemment, dans le paysage, il faut toujours parler de la fiscalité. La fiscalité des régions, j'ai le souvenir de la présentation qu'on m'avait demandé de faire, et j'avais pris un gilet pare-balles devant le Conseil économique et social de la région Languedoc-Roussillon au moment où Georges Frêche a augmenté le taux de la taxe professionnelle de 72% en 2005, donc ça avait été quand même assez chaud. Évidemment, les régions ont cessé leur courbe fiscale en 2010. Les départements la continuent. Vous voyez que les départements ont augmenté en 2016 leurs impôts 10 fois plus que le bloc communal. 5,2 contre 0,5. Et heureusement pour eux qu'ils ont encore ça. Alors, globalement, les collectivités représentent 63 milliards d'euros dans les concours de l'État, sur un total de 415. C'est-à-dire qu'elles représentent 15%. Ce chiffre de 15% fond à vue d'œil. Il y a 10 ans, on était à 20%. Pourquoi? Parce que l'État ponctionne, a jusqu'à maintenant ponctionné davantage les collectivités qu'il ne s'est restreint lui-même. C'est pour ça que lorsque, comme tous les observateurs, j'ai écouté les débats de la récente campagne présidentielle et qu'on nous citait des chiffres d'économie du global du Trésor, dans laquelle les collectivités, parce que d'une certaine manière on essayait de les apprivoiser, ne représentaient qu'une petite part de ces économies, je me suis dit, il y a des fonctionnaires à Bercy, ce sont évidemment les mêmes avec la gauche et avec la droite, ou avec, voilà, donc, mais je me suis dit, comment ils vont faire? Et à mon avis, ils ne seront pas capables de le faire. Et la raison pour laquelle je pense qu'ils ne seront pas capables de le faire, c'est ce graphique qui est un mini-scoop, hein, c'est pas la première fois que je le présente, mais dans le document que vous pouvez trouver sur Internet, d'ailleurs il y est toujours, qui est le document de présentation de la loi de finances, du projet de loi de finances, parce qu'à l'époque c'était un projet 2017, il a été mis vers le 1er octobre sur le site du ministère des Finances. Ils ont, d'une certaine manière, de manière imprudente, comparé 2017 à 2013. Et c'est intéressant de comparer 2017 à 2013, parce que c'est précisément, ça englobe les 4 années, une petite et 3 grosses, où on a saigné les collectivités comme des poulets, avec 1,5 milliard la première année et 3,7 milliards, réduit d'1 milliard certes, puisque les communes et les intercommunautés ont obtenu une remise de peine lorsque le président de la République est venu devant au Congrès des maires du 2 juin de l'année dernière. Eh bien, il est indiqué, pardonnez-moi, que les dépenses de l'État ont baissé de 6,9 milliards entre 2013 et 2017. Or, ce n'est pas 12,5 qu'il faut retenir, parce qu'il y a quand même eu des augmentations sur l'investissement. Les collectivités ont fourni sur ces 6,9, 9,4. Donc ça veut dire que les dépenses de l'État ont augmenté de 2,5 à côté de ça. Et encore, je pourrais être beaucoup plus méchant en vous disant que, heureusement que les taux d'intérêt ont baissé. Parce que si les taux d'intérêt n'avaient pas fabuleusement baissé entre 2013 et 2017, l'addition de l'autre côté serait encore plus élevée, puisque l'État, évidemment, a bénéficié aussi de cette baisse des taux d'intérêt. Donc ça montre bien aussi qu'est-ce qui risque d'attendre les collectivités, parce que l'État, quand il fait des économies, souvent, il se contente de faire 0% sur ses dépenses par rapport à l'inflation. Pour les collectivités, vous le savez, depuis maintenant 4 ans, c'est du moins quelque chose. Voilà, alors, je termine par 2 slides, l'un sur le personnel et l'autre sur les achats, puisque c'est 2 des sujets de la table ronde aujourd'hui. Vous voyez les dépenses de personnel en milliards d'euros, donc nous sommes à 60 milliards en 2015. Le bloc communal en teinte bleue, bleu foncé pour les communes, bleu clair pour les intercommunalités. Le bloc département, enfin les 2 blocs département-région en teinte plus chaude. Qu'est-ce qui a chagriné les services de l'État et Bercy, évidemment? C'est qu'entre la loi Chevènement, on va commencer ici à 99, et, disons, 2014, il y a eu une hausse consolidée d'à peu près 3,8-3,9% des dépenses de personnel consolidées. Donc, évidemment, les services de l'État disaient, la loi Chevènement était une loi de simplification, entre guillemets, de la coopération intercommunale, et on n'est pas vraiment là. Alors, sur 2015, ça s'est calmé. On est à 7 et on doit être probablement à 6 en 2016. D'ailleurs, où trouve-t-on maintenant des croissances de recettes qui permettent d'alimenter cette progression des dépenses? Et j'en viens, puisque c'est finalement la seule page optimiste de ce PowerPoint,
Les achats représentent aujourd'hui plus de 100% de l'épargne brute dans les communes et dans les EPCI. Donc 1 euro d'économisé sur les achats, c'est 1,30 € d'économisé sur l'épargne brute. Et donc, je ne me suis pas permis d'intervenir ce matin, mais on a peut-être l'occasion d'en reparler. Je pense que même si on nous a fait part d'un certain nombre de progrès, de sourcing, etc., je crois qu'on est encore très loin du compte aujourd'hui sur la fonction achat. Et tout simplement parce que la fonction n'est pas valorisée dans mon local. Et je me souviens de petites discussions après des formations à l'INET où on déjeunait avec les élèves administrateurs à Strasbourg, et je leur disais comme ça, combien y en a-t-il parmi vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont envie de commencer comme directeur des achats dans une grande collectivité? Puis les gens vous regardent avec des yeux de malenfrie, la fonction n'existe pas. Donc personne ne se pose la question. Dans les entreprises, il y a 40 ans, quand c'était vraiment une question de survie, on a valorisé cette fonction, on l'a rattachée à la direction générale. Je pense que c'est aussi un des éléments du débat. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, puisque je crois que sinon, je me ferai gronder. Merci Michel Klopfer d'avoir pour ce diagnostic et puis pour le timing. Je vous propose de nous rejoindre. Moi, j'avais, bon, comme vous le disiez, ce document sera à votre disposition après. Moi, j'avais une première question à vous poser qui était plus une question sur comment est-ce que vous ressentez dans vos missions ou comment vos collaborateurs dans vos missions ressentent les interlocuteurs qu'ils rencontrent dans les collectivités, particulièrement dans les communes, quand on parle de suppression de la taxe d'habitation, etc. Est-ce qu'ils sont dans une totale sérénité? Non, personne n'est dans une totale sérénité. J'imagine. D'abord, si on reprend les précédentes campagnes électorales, la campagne de 2012 ne s'est pas faite sur les 12,5 milliards d'économies. La campagne de 2007 ne s'était pas faite sur la cassure du contrat de croissance et de solidarité qui était le contrat qui prévalait, d'ailleurs, jusqu'à l'automne 2007, où il a commencé à être endigué. Donc, on peut toujours se dire que, parfois on dit le pire n'est pas toujours sûr, mais on va dire le mieux n'est pas toujours sûr. Je pense que les collectivités peuvent s'attendre à ce que ce soit plus désagréable. Quand, par exemple, on dit vous faites 10 milliards d'économies, mais on ne vous les prendra pas, bon, je suis interrogatif. S'agissant de la taxe d'habitation, puisque c'est votre question, je me pose un certain nombre, je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion d'échanger avec des fonctionnaires de Bercy très récemment. Qu'est-ce qui se passe si les collectivités augmentent les taux? Qu'est-ce qui se passe s'ils réduisent les abattements? Leur réponse, c'est qu'a priori, c'est le contribuable qui paiera et qui ne se plaindra pas trop puisqu'il aura déjà eu une baisse. Mais quand il sera dégrévé, il ne sera pas dégrévé à 0, il sera dégrévé à 0, plus, évidemment, les nouvelles charges que les élus mettront en augmentant les taux ou en baissant les abattements. D'accord. Je relisais il n'y a pas très longtemps que la Cour des comptes constatait que la hausse de la masse salariale des collectivités vient en grande majorité des décisions soit externes, soit imposées, soit par le gouvernement, soit par la loi. Est-ce que vous le confirmez? Et est-ce que la fin de la hausse uniforme du point d'indice proposée par Macron peut être une piste, une solution et à combien elle peut être estimée? Alors, plusieurs choses sur le sujet. S'agissant des rapports de la Cour des comptes, vous savez que c'est à peu près 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers à la charge de l'État, 1 tiers à la charge des collectivités. C'est d'ailleurs un des éléments des débats récurrents que nous avons avec Madame Verdier-Molinier. Heureusement que, disons, sachant qu'elle est à plein temps sur le sujet pour pourfendre les 3 fonctions publiques, pas uniquement celle des collectivités, mais celle de l'État et l'hospitalière aussi, elle n'est pas si bonne que ça. Donc elle apprend quand même, mais il y a toujours des réponses à apporter. Ceci étant, qu'est-ce qu'elle répond à ça? Elle dit, et elle cite parfois, ça m'ennuie un petit peu parce qu'on n'est pas très loin, on n'en est qu'à quelques kilomètres, elle cite une très grande ville dont le temps de travail des agents serait très très en dessous de la ligne de flottaison, etc. Bon, je pense qu'effectivement, si on veut à un moment donné... C'est Marseille dont vous parlez? Oui, absolument. Si on veut sauver le... Non, mais évidemment, tout le monde l'avait reconnu. Mais si on veut sauver il y a des gens de l'Ardèche. Si on veut sauver le statut, oui, je pense qu'il y a des gestes à faire sur ce plan-là.
Je crois que c'est véritablement une nécessité. Votre deuxième question, c'était? Non, c'était en gros ma question. Non, c'était la suppression du le point d'indice. Oui, alors le point d'indice, c'est aussi d'ailleurs. Alors là, c'est aussi un des éléments, parce que je vous en ai relaté une toute petite partie du débat avec Madame Lebranchu, à l'époque ministre de la décentralisation en septembre 2014. Bon, on parlait effectivement du point d'indice. Pendant 7 ans, il est resté gelé, puis il y a quelques mois des élections, il a été débloqué. On ne parle pas du LGBT. Moi, je me pose des questions. Est-il véritablement, et je le dis, alors que, bien évidemment, en tant que conseil auprès des collectivités locales, je ne prends pas le point de vue des pourfendeurs dont je parlais tout à l'heure, mais est-il véritablement légitime de conserver des notions de grade et d'échelon? Ça n'existe pas dans le privé. Et si on veut sauver le statut, je pense que le statut a du bon sur un plan d'indépendance pour éviter un spoil system à l'américaine, donc il est tout à fait légitime. Mais peut-être faut-il renoncer à un certain nombre de choses qui ne sont pas le statut lui-même, mais qui sont les akouskis, de manière à préserver l'essentiel. Et en particulier, les avancements de grade et d'échelon me semblent quelque chose de dépassé. Une dernière question, puis de toute façon, après, la salle vous posera des questions, ou peut-être nos autres intervenants. Vous avez été élu à une période de votre vie, donc vous savez de quoi on parle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres pistes, enfin peut-être dans la manière dont les collectivités utilisent leur régime indemnitaire, dans les choix des compétences, de trop de compétences parfois? Comment est-ce que vous voyez ça? Vous seriez élu aujourd'hui? Non, mais je vais vous répondre sur les compétences. Là, on est sur un autre débat parce que ce n'est pas les collectivités qui choisissent leurs compétences. Ou plus exactement, attendez, il y a deux aspects sur les compétences. Il y a les compétences exercées par les collectivités, donc par les communes, puisque ce sont les seuls aujourd'hui à avoir la clause de compétence générale. Hein. Et puis, il y a les compétences qui sont obligatoirement transférées à l'intercommunalité de par la loi NOTRe, qui a, à mon sens, été beaucoup trop loin dans ce domaine-là. Et là, je pèse mes mots. Pour ce qui concerne les compétences qui sont exercées par les collectivités elles-mêmes, une collectivité aujourd'hui, une commune, pardonnez-moi, elle a le droit de tout faire, sauf se substituer à l'initiative privée quand elle est défaillante. Bon, j'imagine que dans un village, on peut créer une boulangerie, dans une ville plus importante, ça, la question ne se posera pas, ou financer des partis politiques. On a utilisé les années de vache grasse pour créer des nouvelles compétences qui deviennent évidemment réclamées par la population, plus ou moins, donc il faudra forcément lâcher du lest. Pour ce qui concerne l'intercommunalité, là, je pense qu'on marche sur la tête. On ne peut pas, en même temps, c'est un mot qui est à la mode, hein, mais je ne l'utilise pas dans un contexte politique, on ne peut pas simultanément, si vous préférez, créer des communautés XXL. Et je prends des exemples dans des espaces ruraux. Je connais une communauté de communes en Dordogne qui a 69 km d'un bord à l'autre. Si ça se passe en zone de montagne, vous imaginez à peu près le temps qu'il faut pour parcourir le territoire. Et en même temps, simultanément, leur imposer, même pour une communauté de communes, au 1er janvier 2018, donc dans 8 mois, ou 7 mois, leur imposer 9 compétences, 9 blocs de compétences obligatoires sur 12, sachant que dans les 12, il y a la politique de la ville, qui évidemment n'a absolument aucune signification dans le monde rural. Dans les 12, il y a à l'intérieur de l'aménagement, il y a les ZAC, au moins une ZAC d'intérêt communautaire. Je ne sais pas où on va trouver un aménageur quand on a un bourg-centre de 3500 habitants. Hein. Et après ça, il vous faut soit l'eau, soit l'assainissement. Quand vous n'avez que le SPANC, bonjour pour prendre l'assainissement. Alors, moi, ce que je dis à mes interlocuteurs, je leur dis, écoutez, vous pouvez toujours dire que vous allez en créer. Et puis, jusqu'à maintenant, les préfets ont été extrêmement bienveillants pour tamponner des statuts qui n'étaient pas véritablement appliqués. Mais est-ce que ça sera encore le cas ? Je pense que là, on va vers des déséconomies d'échelle si véritablement la loi NOTRe est appliquée sur ce plan-là. Merci Michel Clofer. Avant qu'on rentre dans les 3 points, parce que les organisateurs nous ont proposé de traiter 3 points sur lesquels on va venir après, je voudrais bien éventuellement que, si vous en avez envie, que Philippe Laurent ou Sonia Pavic réagissent comme ça à chaud sur des choses qui ont pu être projetées ou des choses dites. Si jamais il y a des... D'abord, si vous avez un micro déjà. Je sais pas si... Oui, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir convié à cette table ronde. On parlera des questions de fonction publique après, etc. Sur la présentation de Michel, je l'appelle par son prénom parce qu'on se connaît depuis à peu près 40 ans. Oui. Ils ont fait la même école oui. centrale. Oui, les deux mêmes écoles.
Enfin bref, ça ne nous rajeunit pas, mais c'est comme ça. Alors, simplement, je veux dire que le dernier... Oh là, tiens, c'est la censure, là, c'est pas bien quand même. Je veux dire que le dernier... Je pense que c'est... Pas ce graphique-là. Il y a un monsieur qui fait du rangement dans le placard là-haut. Non, le graphique d'avant encore. Le graphique sur l'État. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que je suis heureux que Michel vous ait montré. C'est un discours, évidemment, que nous avons tenu aussi à l'Association des maires de France, parce qu'on l'avait vu aussi. On n'est pas très très bon, nous, on n'a pas le degré d'expertise de Michel, mais enfin, on arrive quand même à voir des choses. Et c'est naturellement aussi un point sur lequel nous avons insisté. Je dois le dire avec un succès relatif, notamment auprès des parlementaires, par exemple. Voilà. Même des sénateurs, qui sont normalement censés quand même, non pas défendre, parce que le mot de défense n'est pas bon, mais enfin, en tout cas, attirer l'attention sur à la fois le rôle et les difficultés que peuvent rencontrer les collectivités territoriales. Donc il est très important d'avoir bien ça en tête. Lorsque vous entendez des discours de gens qui vous disent ce qu'il convient de faire, c'est très important d'avoir ça en tête. Et puis je veux dire à Michel aussi que je suis naturellement son collègue dans les affrontements, mais toujours cordiaux avec Agnès Verdier-Molinier. Moi, j'ai dû l'affronter 5 fois, je crois, en débat, un peu partout, enfin, etc. Et je partage ton sentiment. Moi, j'arrive sans papier, mais elle a quand même besoin d'un gros dossier comme ça, avec plein de chiffres. Je lui ai dit une fois, mais qu'est-ce que vous avez dans tous vos tableaux, là? C'est extraordinaire. Ah, mais c'est pire que Marine Le Pen. Tu débat, absolument. Voilà, non, je crois que en réalité, il faut savoir raison garder par rapport au modèle de société que la France a construit depuis des décennies, depuis pratiquement la Libération, et même déjà avant. C'est un modèle dans lequel le service public et les acteurs publics jouent un rôle important. Ça a été choisi ainsi. Il y a d'autres pays où c'est pas comme ça, où ce sont les communautarismes qui jouent en partie ce rôle, où ce sont des structures autres, avec des gens qui sont laissés sur le côté de la route. Bien sûr, la France n'est pas parfaite de ce point de vue, parce que naturellement, notre modèle, il fonctionne un peu moins bien qu'avant, mais c'est pas forcément une raison pour dire que ce modèle doit être rejeté. C'est peut-être aussi une raison pour dire que ce modèle doit être au contraire renforcé. Donc c'est une question. Je regrette pour ma part que l'ambiance générale des élections, de l'élection présidentielle n'ait pas vraiment permis de mettre ce point sur la table. Un petit peu quand même, un petit peu, mais n'a pas vraiment permis de le mettre. Et donc... eh bien, je crains que, malheureusement, la confusion ne s'installe dans les mois et dans les années qui viennent. Et nous aurons besoin de beaucoup de clarté dans le discours qui sera tenu par celles et ceux qui font sur le terrain le service public, qui font que le pays continue de fonctionner malgré les erreurs commises. Et Michel a parlé de la loi NOTRe, et il a totalement raison, malgré les erreurs commises par ignorance ou par... je ne sais pas quoi dire, moi. Bon, enfin, on va dire par ignorance, en tout cas, par ignorance sur les choix qui ont été faits. Sonia, vous vouliez réagir également, mais sur un autre propos, je pense. Oui. En fait, de manière plus générale, je pense que les fonctionnaires ne sont pas une variable d'ajustement budgétaire. Je pense qu'il ne faut pas confondre le statut et les hommes qui y travaillent. Le statut, c'est un outil. Il est complètement perfectible. On le verra peut-être tout à l'heure de manière un peu plus détaillée. Pour autant, quand j'entends la suppression des grades et des échelons, je revois les similarités qu'on va faire certainement cette année avec le PPCR. Hein. Je crois que beaucoup acquiescent, y compris les CDG qui ont été à pied d'œuvre pour analyser certains textes. Donc aujourd'hui, les lourdeurs administratives du statut sont insupportables. Elles empêchent en fait l'émergence de vraies politiques en termes de ressources humaines. Et on ne travaille pas sur l'évolution des compétences acquises ou à acquérir des agents et sur les besoins. Et donc, on se gargarise en fait de traiter les moyens humains avant de traiter le périmètre des services publics. Et c'est un petit peu le sens, je pense, de ce que vous dites tous les deux. On ne pourra travailler en fait sereinement sur le statut de la fonction publique que lorsqu'on saura ce qu'il y a à faire en termes de service public. Parce qu'aujourd'hui, on confond le service public, c'est l'intérêt général. On met tout dedans.
Voilà. Et ce travail-là demande à un moment donné de faire de l'évaluation. On parle beaucoup d'évaluation des politiques publiques, etc. Ça passe par là. On ne peut pas, sans faire un bilan de ce qui est mis en place sur nos politiques publiques, sur l'ensemble des strates démographiques, et on ne peut pas, effectivement, je l'ai entendu ce matin, traiter des zones urbaines, des montagnes, etc., de la même façon qu'on va traiter la ville de Marseille, par exemple. Aujourd'hui, on doit se mettre tous autour d'une table. Il y a un élan, certainement, qui est en train de se faire aujourd'hui, et il faut en profiter pour refonder des bases solides de gouvernance de nos services publics. Et ensuite, effectivement, sans bazarder les garanties statutaires qui, à mon avis, nous protègent de l'arbitraire et du clientélisme, parce que j'ai fait plusieurs collectivités dans ma carrière maintenant de 20 ans, et je pense que nous devons conserver, que ce soit des contrats, que ce soit des grades ou des échelons, on s'en fiche, en fait, très concrètement. Ce dont on a besoin, c'est que les fondamentaux en termes de garantie de l'emploi nous permettent de résister à ça et de mettre en valeur ces principes républicains qui nous gouvernent. Ensuite, sur la partie de comment on va le faire et des moyens, faites appel aux professionnels, vous en êtes aussi. Faites en sorte à un moment donné que les élus et les fonctionnaires qui travaillent tous les jours en fait et qui ont des idées et de l'audace puissent à un moment donné faire bouger les lignes. Voilà. Donc moins de gestion administrative, plus de RH et de l'évaluation. Complètement. Voilà. Alors, on va essayer parce qu'il y a un travail qui a été fait par un groupe avant ce débat, et on va essayer de respecter leur travail en essayant de répondre aux questions qu'ils nous posent, même si on peut les élargir. La première question, c'était sur est-ce qu'on doit, comme c'est le cas de certains élus ou de certains rapports qu'ils préconisent, aller vers un rapprochement des secteurs publics et privés. Alors derrière cette question, qui est une question très large évidemment, et en même temps réductrice, on a l'impression que derrière cette question, ce qu'on veut dire, c'est que en gros, c'est le statut qui est coûteux, quoi. Et que si on passait un passage au privé, d'un coup, ça changerait la donne. Comment est-ce que vous réagissez, Philippe Laurent, par rapport à ça? Oui, mais c'est vrai, cette question, évidemment, on l'entend tout le temps. Mais quand Michel dit que la question des grades, des échelons, tout ça, enfin, ça rigidifie les choses, oui, naturellement. Enfin, d'un autre côté, ça existe aussi dans le privé. Il y a des conventions collectives qui sont extrêmement contraignantes. Je le confirme. Moi, je viens du privé. Non, mais la convention collective de la banque, elle est, à mon avis, très largement aussi contraignante que le statut de la fonction publique, par exemple. Bon, voilà. Donc, alors j'ai cru comprendre d'ailleurs que maintenant tout ça, ça va sauter puisqu'on va plus faire que des négociations au niveau de l'entreprise. Mais bon courage. Quand je dis bon courage, c'est bon courage pour les salariés, mais c'est bon courage aussi pour les patrons, pour les employeurs. C'est la raison pour laquelle nous, ce que nous disons, parce qu'il y a eu un débat, par exemple au sein de l'Association des maires de France, bien sûr. Première réaction, il faut assouplir le statut. Il faut remettre en question. Oui, il faut faire comme dans le privé. Bon, très bien. Alors, monsieur, madame, élu, etc. C'est comment ça se passe dans le privé. Bon, d'abord, il y en a quand même quelques-uns qui ne savent pas non plus, parce que bon, il y en a quand même quelques-uns qui savent, et ils savent très bien que c'est pas non plus si simple que ça. Donc, de toute façon, quel que soit, ou alors on passe à autre chose, on passe à la jungle totale. Ben, moi, je veux bien, mais il faut le dire. Mais quelle que soit l'organisation, il faudra de toute façon un cadre qui définissent le travail, le cadre de travail et le cadre de négociation dans lequel les employeurs et les salariés discuteront. Ça, c'est absolument indispensable. L'avantage de la fonction publique et du statut de la fonction publique territoriale, c'est que ce cadre, il est général et il englobe l'ensemble des employeurs publics territoriaux. C'est une sorte de grande convention collective, on peut dire. Sauf que c'est pas négocié tout à fait de la même manière. C'est d'ailleurs un enjeu dans la relation entre employeurs publics territoriaux et organisations syndicales. C'est un enjeu que nous posons régulièrement au sein du Conseil supérieur, puisqu'on est là, on est bien placé, puisqu'on là, il y a les deux, donc à parité. Donc on peut en tout cas aborder ces questions, y compris sur un plan conceptuel.
Bon, donc de toute façon, il faudra ce cadre. Hein, et l'avantage, c'est qu'un agent, naturellement, ce statut de la fonction publique permet en fait de faire en sorte qu'un agent puisse mener carrière dans une espèce de bassin d'emploi de presque 2 millions de personnes, mais que ce cadre aussi permet la liberté de choix de l'employeur. Il y a beaucoup d'employeurs qui considèrent que le statut est plus favorable aux agents qu'aux employeurs. Mais je pense que ces employeurs n'ont pas suffisamment réfléchi. Oui, mais probablement. Hein, mais je suis là pour poser des questions. Oui, mais parce que quand vous avez dans une commune, par exemple, à peu près plus de la moitié des agents qui ont des rémunérations comprises entre le SMIC et le SMIC plus 10, 15 ou 20%, hein, quelque chose comme ça, vous savez, la marge de manœuvre, elle n'est pas très très importante. Et que si on avait, dans une commune moyenne, 20 000 habitants, 350 ou 400 agents, et que si on avait donc une espèce de liberté de négociation, je ne suis pas certain que la force, si je puis me permettre, serait du côté de l'employeur. C'est-à-dire que le statut protège les élus des hausses de salaire. Le statut protège aussi l'employeur et constitue un cadre, une référence générale, globale, à la fois pour les agents et pour les employeurs, dans lequel un certain nombre d'évolutions peuvent être envisagées, notamment une évolution qui est insuffisante à l'heure actuelle sur ce qu'on appelle globalement le management, c'est-à-dire la gestion des ressources humaines, mais au sens où on entend. Là, on a naturellement des choses à aller chercher dans ce qui se fait dans les entreprises ou dans certaines associations, encore que, soyons là aussi, il n'y a pas le bien d'un côté et le mal de l'autre. Et je pense que, d'ailleurs, l'existence d'une association comme la vôtre le montre bien, mais je pense que nous avons fait énormément de progrès dans les collectivités territoriales en matière de gestion de ressources humaines, mais même l'État le reconnaît, même la DGFP le reconnaît. Enfin, ils ne vont pas vous le dire aux 20h de TF1, ça, ils ne vont pas vous le dire. Mais quand même, quand on discute, André, il dit oui, il y a quand même des trucs bien. On ne voit pas souvent la DGFP aux 20h de TF1, de toute façon. Mais ça va venir maintenant, puisque maintenant... Oui. Michel Glafer voulait réagir. Après, on passera la parole à Sonia. Si vous pouvez lui passer le micro. Je pense qu'il y a une véritable urgence à ce que... vous savez, on reproche beaucoup aux collectivités de faire trop de communication, plutôt aux élus de faire trop de communication dans leur commune ou dans leur département. Ah bon ? Et en réalité, ils n'en font pas suffisamment pour défendre leurs valeurs globales. Philippe a rappelé qu'il avait aussi eu l'occasion, c'est pas un monopole, personne n'a le monopole justement, d'affronter Agnès Verdier-Molinier. En réalité, c'est Horace... On va peut-être arrêter de parler d'elle. C'est Horace... Non mais je le dis... C'est de ma faute. Non, ouais. Ce que je veux dire, c'est que... Comme Mélenchon. C'est Horace passe non pas à 3, mais à 12 ou 50 curiaces. C'est-à-dire qu'une fois, elle était face à Le Breton, aujourd'hui à Bussereau. Une autre fois, elle était face à Rousset et maintenant à Richert. Et en face, chacun défend sa chapelle. C'est-à-dire, les maires, les départements, les régions, etc. Bon. Et en réalité, on a ce vrai débat aujourd'hui qui est de dire comment peut-on faire en sorte d'éviter un certain nombre d'images qui sont extrêmement défavorables, y compris pour des communes ou des départements dans lesquels, je veux dire qu'il y a quand même des pôles de gestion qui apparaissent. Bon, je vais prendre quelques exemples. Brièvement. Non, mais... on a aujourd'hui des situations... pourquoi je parlais des grades et des échelons ? Bien sûr que dans les entreprises, on négocie aussi. Simplement, on peut très bien valoriser un certain nombre de choses. Je vais transposer dans les collectivités locales. Beaucoup se plaignent qu'on n'arrive pas à faire rentrer les subventions, qu'on ne se préoccupe pas d'une manière générale des recettes, qu'on ne regarde pas, par exemple, l'accumulation des stocks, etc. Il y a plein de critères qu'on appelle, on peut appeler ça comme on veut, mais qu'on appelle du contrôle de gestion, du conseil de gestion, du pilotage de gestion, ce qu'on veut, qui sont transposables et sur lesquels on peut venir greffer des morceaux de régime indemnitaire. Je vais prendre un exemple, et je termine par là, qui est une comparaison dans la même pièce d'un comportement du privé et d'un comportement du public. Je pense à des négociations de délégation de services publics ou des dialogues de partenariat public-privé. D'un côté de la table, nous avons des groupes d'entreprises qui viennent défendre leur beefsteak, évidemment, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Et d'un autre côté, on a la collectivité locale, avec le cas échéant, les assistants maîtres d'ouvrage, mais il peut ne pas y en avoir. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du privé ? C'est que celui qui pilote la discussion, qui est un chef de projet, est certainement pas l'équivalent d'un directeur. Il peut être beaucoup plus jeune que les autres.
Et il va, et ça se sent très bien dans la discussion, il va piloter et donner la parole à des gens qui peuvent avoir 20 ans de plus que lui et qui vont contribuer à ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il les paye, pas en sortant son carnet de chèques, mais sur son budget. Et ces mécanismes qu'on appelle bêtement de la comptabilité analytique, on peut les transposer dans le monde public de manière à arriver à faire émerger des chefs de projet et qu'on n'ait pas uniquement des organisations pyramidales dans lesquelles soit on a des galons sur les épaules, soit on n'en a pas. Sonia, j'aimerais bien que Sonia prenne la parole. Avant de vous donner la parole, Sonia, je voudrais juste préciser que l'association des RH des grandes collectivités a créé une plateforme où il y a eu, je crois, 42 propositions qui a été faites juste avant les élections, que vous pourrez retrouver facilement sur un site qui s'appelle DRH Attitude, et où il y a un certain nombre de propositions qui sont assez proches du débat qu'on a aujourd'hui. Par rapport à la question du départ que j'ai posée, et puis les réactions qu'on a pu avoir en préparant, j'allais dire, cette émission, on n'est pas une émission, mettons que ce soit une émission. Vous connaissez, ouais. Il y a un mot, on évoquait un mot qu'on a beaucoup entendu ce matin, qui était le mot de simplification. Complètement, oui, je l'ai entendu. Simplification et lisibilité, en fait, des textes. Et je crois que le statut, en fait, c'est véritablement les deux orientations qu'il faut avoir en tête. Tout à l'heure, je parlais de la garantie de l'emploi. La garantie de l'emploi, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être licencié. Aujourd'hui, dans le statut, existe le licenciement pour insuffisance professionnelle, en gros le licenciement pour incompétence. Pratiquement, il n'est pas utilisable. Alors, certains juristes me disent, mais bien sûr, c'est possible, etc. Il faut simplement que les élus aient du courage, et les administrations aussi, pour le mettre en place. Écoutez, en 20 ans, je veux dire, j'ai beaucoup eu de mal à le mettre en place dans les collectivités, parce que ça passe au conseil de discipline. Et donc, il faut naviguer entre le rapport, mais qui n'est pas disciplinaire, mais qui est pas forcément non plus sur le comportement, parce que, attention, sinon c'est peut-être un risque psychosocial, et à ce moment-là, ça doit être traité sur le plan de la santé, et peut-être il y a une inaptitude à exercer des fonctions. Voilà. Et donc là, sur les systèmes de sortie des effectifs, nous ne sommes pas clairs. Et le statut est volontairement ou involontairement, en tout cas, il est obsolète de ce point de vue-là, il est ambivalent. Donc, dire à un agent aussi, parce que pour les 90, 95, 99% qui bossent, où il n'y a pas de problème, dire à un agent, vous êtes failli, vous n'êtes pas bon, et vous allez vous chercher un poste ailleurs, ça commence par là, le statut. Voilà, parce que vous allez pouvoir remobiliser et reconnaître tous ceux qui font. Et aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Donc ça fait partie des mesures très concrètes que l'association propose. Nous proposons aussi un statut de la transition professionnelle au travers du reclassement médical, de la seconde carrière, etc. Beaucoup de centres de gestion ont à gérer des reclassements qui ne peuvent pas se faire dans les petites communes. J'ai vu sur la liste des présents qu'il y avait beaucoup de petites collectivités. Des petites collectivités. Effectivement, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Dans la vie professionnelle, on peut avoir des accidents de vie, etc., de parcours. Des collectivités, avec la masse salariale, effectivement, les difficultés qu'il y a à arriver à boucler son budget, ne peuvent pas mettre en œuvre le reclassement médical. Donc les CDG récupèrent peut-être aussi ces personnels, ou bien il y a un licenciement pour inaptitude physique ou une retraite pour invalidité. Tout ça, ces mécanismes-là de sortie, le rôle et la place des CAP, voilà, des choses. doivent être revus, etc. Sur la partie des rémunérations, alors moi je me méfie énormément de la rémunération au mérite individuel, parce que j'ai toujours en tête quelque chose d'ailleurs qui est issu complètement du privé. C'est l'exemple, vous savez, du garagiste d'une grande enseigne, on va dire nationale, qui travaille dans la Lozère, qui fait un chiffre d'affaires fabuleux et qui a une prime au chiffre d'affaires qui est exceptionnelle, et puis du gars qui est à Marseille, par exemple. Voilà, Marseille, en ce moment, il y a beaucoup d'enseignes, beaucoup de garages, et il n'arrive pas à faire son chiffre alors qu'il se démène comme un fou. Pourquoi ? Parce qu'à 100 mètres, il y a une autre enseigne qui rafle toute la mise. Et donc il faut se méfier en fait de la rémunération au mérite
Moi, je préfère parler de rémunération au mérite collectif, effectivement travailler en fait sur de la gestion de projet et pouvoir donner une enveloppe à un moment donné qu'un chef de projet travaille avec ses équipes pour valoriser ou l'un ou l'autre. On y arrivera peut-être. Effectivement, le RIFSEP est, de ce point de vue-là, une réforme qu'il faut complètement étendre aux 35 cadres d'emploi qui n'ont pas eu la publication de texte, quand même. Donc, c'est un peu compliqué pour les collectivités de mettre en place le RIFSEP, alors que tout un pan de filières et de cadres d'emploi ne peuvent pas le mettre en œuvre. Mais pour autant, à travers le complément annuel, on peut mettre en place quelque chose qui relève effectivement d'une prime de projet, de mobilisation, etc. Ça, c'est des choses auxquelles on a beaucoup réfléchi. En vous écoutant, il y a une question que je me pose, qui est peut-être qui n'est pas si bête que ça, à mon avis, qui est un problème de gouvernance. C'est-à-dire que je me rappelle à la dernière CET, qui était en décembre à Aix, il y avait Florence Portelli qui intervenait et qui disait, on lui demandait qui était la patronne, en gros, des agents. Elle a dit, c'est moi. C'est très clair, c'est moi. Quoi. Bon, en même temps, si je peux me permettre, en dehors de vous, Philippe, et des élus qui sont là, on n'a pas l'impression quand même que les RH sont le sujet qui intéresse le plus les élus locaux, si je peux me permettre. Et donc il y a une espèce de paradoxe. Et je rajoute à ça beaucoup d'associations de DG, en tout cas les DG d'Interco, mais aussi les DG des villes, qui disent il serait temps que ce soit le DGS qui soit le patron du personnel, quoi, très, très clairement, le patron des agents, et qu'il ait ce statut-là. Alors au milieu de tout ça, moi je pense que cette absence d'une certaine clarté et d'efficacité peut-être aussi, en tout cas, voilà, je pose cette question-là à la fois à vous trois, pour savoir comment vous réagissez à ces propos. Je pense que d'abord, la situation n'est pas tout à fait la même encore dans les communes et dans les autres types de collectivités territoriales. Je pense que dans les communes, pour plein de raisons historiques, etc., il y a une incarnation de la responsabilité qui est le maire. Ça dans les petites, même dans les communes. Non, même dans les communes un peu, même les communes importantes, c'est le maire. J'en veux pour preuve l'attachement qui est porté par les agents à leur commune, en fait. Il y a un attachement très fort. Les agents communaux, je pense, sont plus attachés. Enfin, c'est une question de psychologie. C'est pas, je veux dire, ils sont plus attachés à la commune que les agents intercommunaux à leur intercommunalité, etc. Je pense qu'il y a un attachement très très fort à la commune, qui est historique, et que le patron, c'est le maire. Bon, alors, c'est pas tout à fait la même chose dans une intercommunalité ou dans un département ou dans une région, parce que d'abord c'est plus gros et parce que aussi peut-être les directeurs généraux ont aussi des possibilités de délégation qui ne sont pas, qui n'existent pas de fait dans les communes. Donc on a vraiment une différence. Après, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, la conscience d'employeurs des élus, y compris même des maires, peut-être un peu moins des maires, mais y compris des maires, elle n'est pas suffisante. Et je crois que c'est une des raisons des difficultés dans la gouvernance du mécanisme, du système global que nous rencontrons. Moi, je le vois au Conseil supérieur, il y a des élus qui sont très mobilisés. D'abord, c'est les maires, pour l'essentiel. Il n'y a pas les présidents de conseils départementaux. Conseil sup, il y a 20 représentants des employeurs, 14 maires, 4 présidents de département, 2 présidents de région. Les régions ne sont jamais là. Jamais. Ils ne viennent pas. Les départements, un peu. Les maires, ils sont pratiquement tous présents. Enfin, c'est des maires, parfois des adjoints, notamment de grandes villes. Mais ça, c'est très bien d'avoir des adjoints de grandes villes parce qu'on a des gens qui sont très mobilisés, très impliqués. Souvent, d'ailleurs, plusieurs, d'ailleurs, sont d'anciens DRH du privé, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Et voilà. Donc, mais on voit bien que là, il y a effectivement une insuffisante implication. Et je pense que lorsque les associations d'élus, que je connais bien naturellement, disent on veut être davantage associés, etc., en fait, ils disent des choses, ils peuvent l'être s'ils le veulent. Il suffit qu'ils se mobilisent et qu'ils s'impliquent. Voilà. Lorsque les textes sur la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, sont présentés au Parlement, il y a quand même assez peu de discussions. Ça intéresse quand même aussi peu de gens.
Bon, donc je suis obligé de constater cette affaire-là, parce qu'en réalité, ils ont encore en tête que la fonction publique territoriale, c'est d'abord le statut, et que c'est très compliqué, il y a plein de textes, etc., qu'en plus il y a des syndicats qui ne savent pas très bien comment travailler avec les syndicats, alors que, bon, c'est tout à fait possible, naturellement, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent avec les syndicats, il n'y a pas de... Bon, ils savent pas, ils ont peur de ça leur fait peur, beaucoup plus que d'autres sujets. Et voilà, alors je crois que... et c'est un petit peu le sens des recommandations qu'on a publiées dans le rapport sur le temps de travail, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de management dans ce rapport. Je crois qu'il y a un travail de pédagogie très important à l'égard des élus. C'est aussi l'affaire des DRH et des DG. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse dire... Enfin, les DG ne doivent pas dire c'est à nous de nous occuper de ça. Ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas la légitimité. Il y a une question de légitimité auquel les agents sont attachés. Hein. Et donc, par conséquent, mais par contre, ils doivent aider leur maire, enfin leur élu, le patron de l'exécutif, ils doivent vraiment l'accompagner. C'est pour ça que moi j'ai proposé, enfin j'ai esquissé cette proposition que, eh bien, dans les séances, par exemple, du Conseil supérieur et dans les réunions de groupe de travail, parce qu'il y a plein de réunions, on puisse se permettre à l'élu qui représente les employeurs de venir avec son DRH ou son DG, enfin voilà, parce que je trouve que, bien sûr, l'élu n'est pas omniscient, il y a des choses qu'il ne peut pas savoir ou qu'il connaît moins bien techniquement, surtout lorsqu'on est en face, enfin en tout cas en négociation, en discussion avec des syndicalistes qui, eux, sont parfaitement au fait des choses, parce qu'ils sont très bien formés, très cohérents. Ils ont des gros C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut travailler avec eux, parce qu'ils ont une cohérence dans le temps qui est remarquable, qui n'a rien à voir avec celle des politiques, entre nous. Enfin, en tout cas, de la plupart des politiques. Moi, j'essaie d'être cohérent depuis 40 ans, mais enfin, c'est dur. Hein. Oui. Sonia, sur ce point-là, Sonia, et puis même éventuellement, 2 mots, parce que même si c'est aussi le sujet, sur Philippe Laurent parlait du fait de venir avec son DG, avec son DRH. Est-ce que justement, dans beaucoup d'endroits, le DRH n'est pas à sa place, quoi, et pas assez parfois dans la stratégie et considéré encore comme des chefs du personnel améliorés, quoi, si je puis dire. En fait, souvent, les DRH jouent en fond de cours. Hein. Donc là, aujourd'hui, le prisme financier... C'est vrai dans le privé aussi. Hein, gouverne beaucoup les choses. Hein, et on devient comptable presque aussi quand on est DRH. Maintenant, les masses salariales représentent, particulièrement dans les communes, hein, à Aix-en-Provence, on arrive à peu près à se maintenir à 54,5% sur les dépenses de fonctionnement, ce qui est quand même assez important aussi. Donc, moi, je dis toujours que j'ai de très bons agents à la DRH, j'ai 60 personnes, mais je gère aussi la moitié du budget de la ville, quoi. Donc ça aussi, ça permet de poser les choses. Et en fait, le travail qu'il faut faire, c'est anticiper. On peut faire énormément de choses si on travaille en pluriannuel. D'ailleurs, les finances ne se résument pas, vous l'avez bien vu. Sur l'ensemble des tableaux, vous avez toujours une vision en fait, qui se met en place de manière pluriannuelle. Donc, par exemple, le RIFSEP, on ne peut pas le mettre en place. Ah ben non, c'est trop cher. Si, vous pouvez. Vous pouvez corriger un certain nombre de choses, mettre en place un régime indemnitaire lié au poste, aux responsabilités, etc., en travaillant sur du pluriannuel. C'est évident, ce matin, il y avait une question sur les intercommunalités. Là aussi, on peut faire énormément de choses. Je veux dire, et il faut, y compris, des fois, s'abstraire de textes qui sont assez peu clairs. Quand, vous savez, quand il y a un flou, moi, je fais partie des juristes qui sont pas, comment dire, dans la doxa, hein, et j'essaye toujours de trouver des marges de manœuvre. Donc, et quand le texte permet effectivement de trouver ces marges de manœuvre qui vont nous permettre de fonctionner correctement, on n'hésite pas à le faire. La question en fait sur laquelle tu voulais que je rebondisse, c'était peut-être sur l'ensemble des questions que j'avais posées à Philippe Laurent, la place de l'élu. Le rôle de l'élu. Le rôle de l'élu. Alors moi je rejoins beaucoup ce que dit Philippe Laurent, c'est-à-dire que je pense que la légitimité de l'autorité territoriale et les moyens qu'il doit avoir, il doit pouvoir gouverner les moyens financiers, les moyens humains, pour pouvoir travailler au service du programme politique pour lequel il a été élu. Donc pour moi, les fonctionnaires sont dans l'aide à la décision, sont aussi quelquefois des remparts à un moment donné de mauvaises décisions. Hein. Il faut savoir dire non à son élu de manière intelligente, mais il faut savoir aussi se positionner. Et pour moi, le DGS peut avoir une partie des compétences déléguées sur la politique RH, la mobilité interne, par exemple, etc.
Mais voilà, pas plus. Je vais passer la parole à Michel. Juste une seconde, Michel, j'ai encore une question à leur poser à tous les deux. On a parlé tout à l'heure d'alléger la procédure de licenciement. En gros, c'est ce qui a été évoqué avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc on parlait de sortie. Moi, je voudrais qu'on parle aussi 2 minutes d'entrée. C'est-à-dire que toutes les questions dont on parle de statut, de mettre sur le dos du statut, etc., il y a aussi le recrutement. Et même, d'une certaine manière, la promotion interne. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont dues, pas uniquement au statut, mais peut-être au choix qu'on a fait ou au non-choix qu'on a fait dans certains cas, dans les moments de recrutement, dans les moments de promotion interne, qui ont des conséquences après sur la gouvernance, sur l'organisation, etc. Cette réalité, elle est là et qui peut être coûteuse. Et ce n'est pas toujours le statut qui est le responsable de ça. Enfin, là, ce sont des hommes et des femmes qui ne prennent pas les décisions qu'ils devraient prendre. Moi, je suis rentrée à la ville d'Aix-en-Provence il y a 15 ans. J'ai fait 2 autres collectivités précédemment, mais on surfait en fait sur des moyens, donc on ne se posait pas ces questions-là. Et il y a 15 ans, je recrutais 150 personnes par an à peu près. Pour vous donner une idée, là maintenant, le plan de recrutement qui est annuel à la ville d'Aix-en-Provence, on va recruter cette année 29 personnes. Voilà. Donc vous voyez bien la maîtrise en fait des recrutements, comment elle se fait. Un recrutement, avant on faisait un entretien, un jury, maintenant on fait des tests psychotechniques. On fait des mises en situation, notamment sur tous les bâtiments, les services techniques, les métiers un peu techniques. On fait 2 entretiens. On passe énormément de temps, mais quasiment 6 mois à recruter, ce qui nous permet de gagner de l'argent d'ailleurs. On est très mauvais à Aix pour recruter, on est très long. Mais voilà, ils savent pourquoi. Je leur dis d'ailleurs au directeur, ils le savent bien. Donc la diversité d'entrée dans la fonction publique, elle est essentielle. On a besoin de pouvoir recruter des gens qui ont fait une carrière dans le privé, de récupérer leur ancienneté, de leur offrir une perspective. On a besoin de se nourrir de tout le monde. On ne peut pas continuer à fonctionner sur un système de cooptation qui appauvrit les collectivités. Et pour ce faire aussi, les CDG ont un rôle très important à jouer. Ils doivent travailler en fait sur un bassin d'emploi pour permettre les passerelles entre les 3 fonctions publiques. Ça, c'est vraiment important. On en parlera tout à l'heure dans la proximité du service public. J'ai entendu une phrase l'autre jour, au début ça m'a choqué, puis je me suis dit, allez-y Michel, je vous en prie, je peux te passer le micro. Que j'ai noté, qui m'a choqué au début, puis après je me suis dit, ce que tu dis qui me fait penser à ça, que la fonction publique est un exemple de préférence nationale. Ça fait réfléchir. C'est pas moi qui j'ai entendu ça. Non, bah si, d'une certaine manière, c'est vrai. Michel. Alors, je voudrais revenir sur les propos qu'a tenu Philippe tout à l'heure, et que je partage qu'en partie. Je le rappelle, c'est de dire, bon, les élus sont interventionnistes, il faut un peu lâcher les baskets des directeurs généraux. Ils le seront d'ailleurs de plus en plus, parce qu'il ne faut pas oublier que le non-cumul va faire qu'ils seront de plus en plus présents à l'hôtel de ville. Ou à ce qui réjouit beaucoup de DG. Ce qui, effectivement, ne les réjouit pas. Alors, ça n'élude pas la responsabilité des directeurs généraux, des DGA, des grands directeurs, dès qu'on monte en catégorie de collectivité. Et en fait, ce que je vais dire ici n'est pas évidemment quelque chose d'absolu, parce que bon, je suis aussi chef d'entreprise, même si c'est une petite boîte, et je peux pas, naturellement, je ne peux pas faire des comparaisons déplacées. Il y a bien sûr du bon et du mauvais partout. Néanmoins, le point sur lequel je voudrais attirer l'attention de tout le monde, quand vous êtes un bon dirigeant d'une entreprise et que votre boîte a des difficultés ou que vous souhaitez l'améliorer, vous allez faire la relation beaucoup plus facilement entre l'apport de chacun de vos collaborateurs ou de vos directions, de vos sous-directions, etc., par rapport à votre objectif global. Quand vous êtes, et encore une fois, il y a de brillantes exceptions, mais quand vous êtes directeur général ou directeur général adjoint, même à profil financier et très bon financier, vous ne ferez pas aussi facilement cette relation. C'est-à-dire que vous allez être soucieux de votre épargne brute, vous allez essayer de verrouiller au moment de l'élaboration budgétaire, bon, avec des incantations pour essayer de gratter 2% par-ci, 3% par-là, mais vous ne verrez pas aussi facilement ou aussi souvent l'apport, et vous voyez où je vais en venir ensuite sur la manière d'évaluer le personnel, l'apport de chacun des éléments. Je prends des exemples, si vous voulez. Combien de fois, en tant que consultant, j'ai été amené en tête-à-tête avec un directeur général à lui dire « Monsieur X ou Madame Y, c'est vraiment un très bon ou une très bonne. En d'autres termes, si vous avez la malchance, par rapport à la manière dont vous la traitez, et si vous avez la malchance
qu'il y ait un chasseur de tête qui vienne rôder autour, il vous la pique, mais très rapidement. Et je suis très gentil parce que moi aussi, je pourrais vous la prendre. Bon, je suis soumis, évidemment, à non-prévarication dans une collectivité qui est ma cliente, mais je veux dire, voilà. Et quand je dis vous la traitez mal, c'est pas uniquement des questions de rémunération. Combien de fois j'ai été amené à faire des présentations d'analyse financière dans le bureau du maire et le directeur financier et parfois même le DGA ressources n'étaient même pas invités à la réunion. C'est ce que je voulais dire sur les DRH tout à C'était l'heure. une petite marque d'estime qui ne coûte rien, mais je suis stupéfait de voir le nombre de grands dirigeants, et pas uniquement d'anciens préfets, parfois aussi des diplômés d'INET, qui ne pensent pas à ça. Et je trouve ça désolant. Les préfets sont partis. Philippe, un dernier mot peut-être sur les recrutements, Philippe, un mot, et puis après on va passer à la deuxième question. Enfin, il faut toujours se placer, tout à l'heure, on le disait, sur une perspective pluriannuelle, il faut quand même voir de où on part, quoi. Enfin, quand même, il y a 30 ans, création du statut, de la territoriale, les progrès qui ont été faits dans tous les domaines, y compris en management, même si c'est insuffisant, mais, et en matière de recrutement, sont énormes. Aujourd'hui, dans une commune comme la mienne de 20 000 habitants, 430 agents, il y a un agent à temps plein qui est en charge du recrutement. Et on ne recrute pas non plus... enfin, bon, c'est le turnover, hein, on ne crée pas de nouveaux postes. Donc, on a une professionnalisation de la fonction dans tous les domaines, dans la formation, dans les relations sociales, etc., qui s'est mise en place, je pense, un peu partout, plus ou moins, mais enfin, partout. Et donc, c'est vrai que la diversité du recrutement, elle est tout à fait essentielle pour la vitalité du fonctionnement d'une administration locale qui fonctionne de manière... c'est quand même différent d'une administration d'État. Il y a quand même moins de lourdeur et il y a une capacité justement à mieux reconnaître chacun que ce qui se passe dans l'administration d'État, où là, évidemment, c'est beaucoup plus... C'est vrai, c'est compliqué, parce qu'il y a des masses de personnel, et puis surtout des managers qui ne sont pas formés au management, enfin des chefs, des patrons, chefs de quelque chose, mais qui ne sont pas formés au management. Ça, je pense que dans les collectivités territoriales, on a fait énormément de progrès de ce point de vue. C'est une des difficultés des petites collectivités, quand même. Oui, mais mon inquiétude, c'est en réalité l'attractivité de la fonction publique territoriale, qui permet quand même de proposer donc des métiers qui sont quand même assez intéressants, diversifiés, avec de la responsabilité très rapidement, dans des collectivités moyennes ou petites. Hein, voilà. Et malheureusement, malgré les efforts qui sont faits, il faut constater que cette fonction publique territoriale reste encore assez peu attractive. Alors il y a les conditions de rémunération, c'est vrai, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Combien de fois on a pu voir des personnes qui ont été recrutées et qui venaient, en fait, qui avaient une activité dans le secteur privé. Elles ont recruté dans la collectivité, qui n'imaginaient pas que dans une collectivité territoriale, on faisait autant de choses et qu'on les faisait de manière quand même professionnelle, avec une exigence de résultat, parce que l'exigence de résultat, c'est l'usager, citoyen, électeur, enfin tout ce qu'on veut. Parce que là, on l'a, quand même, une crèche, une école, un gymnase, enfin je ne sais pas, enfin tous ces équipements que nous gérons, il faut que ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs ça fonctionne. Hein, ça fonctionne. Et donc, je trouve qu'on a un gros effort à faire pour expliquer ce que sont ces carrières territoriales, au-delà, mais même indépendamment de la question du statut, qui en fait, moi je ne connais pas, je ne vois pas beaucoup de gens qui viennent et qui veulent travailler et qui sont candidats dans la territoriale en disant, moi je vais là parce que c'est le statut. Je pense que il y a une approche métier aussi qui est beaucoup plus développée. On parlait rapidement du réseau étoile ce matin, c'est représentatif des outils qu'on peut utiliser. Et puis surtout quand on regarde, on parlait de communication aussi, quand on regarde la manière dont les collectivités communiquent dans leur recrutement, on est encore dans beaucoup de cas avec 15 lignes sur le statut et 3 lignes sur le projet, alors qu'en fait, des gens peuvent avoir envie aussi de venir travailler pour un projet. On va être obligé de passer à la question suivante pour respecter notre timing, et puis de toute façon, après, on donnera la parole à la salle. Je pense qu'une question sur laquelle la réponse sera plus rapide, mais respectons les questions qui nous ont été posées. Est-ce qu'on doit supprimer les emplois publics locaux ou réduire le statut aux fonctions régaliennes? Et d'abord, Philippe Laurent, est-ce que c'est vraiment une alternative, ce genre de questions? Quel est l'intérêt, encore une fois? Parce que, bon, après tout, encore une fois, si on fait un statut pour
telle ou telle fonction dite régalienne. Et puis, à côté, les autres, c'est quoi? C'est la jungle où il y a des conventions collectives, il y a quoi? Bon, enfin, je veux dire, quel est l'intérêt? Peut-être faut-il, sans doute faut-il améliorer le statut. Encore une fois, le statut s'améliore tout le temps, parce que sinon le Conseil supérieur serait au chômage depuis longtemps. Hein. J'ai vu le nombre de textes qui a été... Vu le nombre de textes, alors PPCR, n'en parlons pas, hein, il y a eu 90 textes au total, bon, enfin bref. Mais bon, ce statut, il s'améliore, en tout cas il évolue, et en permanence. Donc voilà. C'est une question, enfin, qui, de mon point de vue, a un intérêt qui est quand même relativement limité, parce que, en fait, la vraie question, c'est toujours pareil, hein, c'est le périmètre du service public et comment ce service public est exercé et rendu, et dans quelles conditions. Si, demain, on a un service public qui est rendu par des agents publics uniquement pour un nombre très limité de fonctions dites régaliennes, bon, enfin, je ne sais pas où ça s'arrête d'ailleurs, mais enfin, admettons, régaliennes. Et puis tout le reste, on dit, on va travailler uniquement par délégation de services publics ou avec des marchés publics. Ça, c'est très bien, ça marche à un moment, sans doute, encore que j'en suis pas certain, mais à partir d'un très rapidement, on voit les limites du système dans la mesure où il n'y a plus au sein même de l'administration quelqu'un qui est à même d'apprécier et de négocier avec les prestataires de services. Et d'ailleurs, les prestataires de services eux-mêmes disent, lorsqu'ils sont un peu honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes et qu'on a une discussion libre, ils disent qu'ils ont besoin d'interlocuteurs formés. Parce que sinon, s'ils proposent, par exemple, je ne sais pas, des innovations pour tel ou tel... Là, en ce moment, il y a beaucoup de DSP sur les questions de stationnement à cause de la dépénalisation. Donc là, on a une profusion de propositions d'innovation en matière de gestion du stationnement, de qualité des parkings, de tout ce que vous voulez. C'est très bien, hein, c'est parfait. Moi, je trouve ça fantastique. Mais encore faut-il qu'il y ait des interlocuteurs en face à même d'apprécier l'intérêt. Donc il faut des gens formés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait travaillé donc à l'amélioration du statut des ingénieurs. Parce qu'il faut qu'on puisse garder des ingénieurs de haut niveau au sein de la fonction publique. Il faut qu'on puisse les garder. Parce que sinon, à 50 ans ou à 55 ans, ils partent dans le privé parce qu'ils sont beaucoup mieux payés. Donc on a réussi à le faire à peu près. Enfin bon. Hein ? Oui, à 30 aussi, mais enfin bon. Et donc, ils ne sont pas forcément chassés à cet âge-là, pas toujours. Et donc, du coup, on avait... Enfin, voilà, donc on a besoin de ces cadres, on a besoin que ces compétences restent. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner comme ça. C'est un raisonnement qui est totalement manichéen, qui n'a pas d'intérêt en soi. Parce que de toute façon, le service, il faut le rendre. Soit on ne le rend plus, alors là, c'est le périmètre des services publics, et puis on dit débrouillez-vous. Soit on continue à le rendre, et de toute façon, il coûte ce service. Sonia, sur ce sujet, en 2 mots ou 3 je vais partir d'un exemple. Je suis quelqu'un d'assez concret, finalement. C'est peut-être les communaux qui sont comme ça. Hein. Sur le PPNG, on a eu le PPCR sur le statut, et on a le PPNG, plan de préfecture nouvelle génération, qui a créé en fait une dématérialisation en fait de tous les titres sécurisés, hein, donc passeport, permis de conduire, carte d'identité. Alors avec une vocation, complètement dans l'état d'urgence, hein, puis de manière à avoir en temps réel une base de données sur les cartes d'identité. Donc il fallait le faire, c'est évident. Mais ce faisant, les agents en fait qui géraient ce travail-là de contrôle et une partie de ces titres en préfecture, en sous-préfecture, etc., n'ont pas été transférés dans les collectivités. Et il se trouve que le ressort en fait, de fonctionnement de ces titres ne s'est fait que dans les collectivités qui avaient les machines, les fameuses DR, dispositifs recueil. Effectivement, on est passé il n'y a plus que 1664 communes hein, sur la France entière qui gèrent les titres sécurisés. Donc c'est bien, c'est aussi dans un sens de sécurisation, mais quasiment pas de contrepartie financière. C'est tellement ridicule que je n'ose même pas vous le dire. Je crois on a récupéré un remboursement sur chaque machine, on a 8 AX, au lieu de 3 000 € de remboursement, on a 4 000. Voilà. Calculé. Donc, pour autant, on a eu un afflux en fait de gestion. Donc, si vous voulez continuer à rendre un service public efficace, etc., il a fallu travailler pour augmenter les plages horaires et pour faire fonctionner ces machines-là à plein. Parce que sinon, vous aviez des délais de délivrance des actes
qui passait à 2 mois. Et ça, c'est pas possible, 2 mois, ça marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas forcément recruté en externe d'ailleurs. On a remobilisé, on a remplacé, on a fait appel à mobilité interne, on a ouvert les plages horaires, etc. Je me demande ce que font aujourd'hui les agents de la sous-préfecture. Alors, qui sont restés sur Aix-en-Provence, bien sûr, et qui vont travailler certainement, se reconditionner, qui vont travailler, je n'ai pas de doute là-dessus. Peut-être sur de nouvelles missions de sécurité ou autres, j'ai certainement pas de doute. La question que je pose, c'est que quand on met en place ce type de réforme, pourquoi on ne réinterroge pas, à un moment donné, les effectifs et le fonctionnement? Voilà. C'est du B à bas, et c'est la même chose sur les intercommunalités. Je veux dire, quand j'ai vu ouvrir... je veux dire, il y a combien? Il y a 8500 agents sur la métropole de Marseille. Et on ouvre des postes au recrutement externe. Vous les avez tous vus, ceux qui sont des Bouches-du-Rhône, hein, ces postes. Je les ai comptés, voilà, parce que je suis un peu maniaque du décompte, moi aussi. Et on a quasiment, depuis la création, 60 postes qui ont été ouverts au recrutement externe. Pourquoi on ne fait pas appel à la mobilité interne? Ça veut dire que sur 8500 personnes, on n'avait pas les compétences pour ces nouveaux postes? Moi, ce genre de doublon, ça me questionne. Voilà. On le voit bien d'ailleurs sur la courbe que M. Klopfer a montrée tout à l'heure. Avec les lois intercommunalités, on a une courbe ascendante. Et au lieu de faire des économies d'échelle sur le personnel, et on a eu en fait une flambée du recrutement. Tant mieux, ça diminue peut-être le chômage. Mais pourquoi le chômage des jeunes ne diminue pas? On est en faillite sur l'emploi des jeunes. On ne sait pas traiter et gérer l'apprentissage. Ça aussi, ce sont des mesures qu'il faudra développer. Avec l'intercommunalité, c'est le nombre des élus et le nombre des élus ayant délégation, c'est-à-dire en particulier le nombre d'adjoints dans une commune. Une commune peut avoir 30% d'adjoints, généralement elle les a. Ça veut dire qu'une ville, par exemple, d'un peu moins de 50 000 habitants aura 12 ou 13 adjoints. Alors qu'elle les ait eus il y a 25 ans, lorsqu'elle exerçait la totalité des missions sur son espace, très bien, que lorsqu'elle a délégué une quinzaine de compétences majeures à l'intercommunalité, alors on va me dire, c'est pas tellement la rémunération de ces élus, c'est que quand vous êtes élu, vous avez des parapheurs et vous avez envie de continuer à exercer des missions de contrôle, de doublons, etc. Et par conséquent, et puis je dirais tout l'environnement évidemment administratif d'un poste d'élu, je pense que c'est là aussi où il y a un véritable enjeu. Pour ce qui concerne le statut, je me suis exprimé tout à l'heure, pour des raisons d'indépendance, et j'en parle d'autant plus librement que moi, je n'en fais pas partie de la fonction publique. Moi, je suis néanmoins attaché au statut, y compris pour des fonctions non régaliennes. En revanche, pour pouvoir le préserver, et là, je ne peux pas parler à la place de mon excellent ami Philippe, je ne suis pas dans sa fonction, mais je pense qu'il faut lâcher du lest, spontanément, que ce soit sur la question du temps de travail, que ce soit sur la question des contraintes du temps de travail et donc de l'absentéisme qui en dépend, sur la question de l'évaluation, que ce soit sur la question, bon, je parlais tout à l'heure des grades et des échelons, mais de la rigidité de l'évaluation, sur le régime indemnitaire, bon, je pense que et également, on va mettre les pieds dans le plat, sur la question des régimes de retraite par rapport au privé. Je ne vois pas pourquoi cette différence continuerait. Et je pense que c'est aux représentants de la fonction publique de se saisir du problème avant que, dans un grand tsunami, on leur impose ça et qu'on leur impose des choses beaucoup plus contraignantes, à savoir la remise en cause, la réelle du statut. Alors, sur les retraites, une dernière réaction, puis on va passer à... Je réponds sur les retraites. On va passer à la dernière question après. Ouais. Parce qu'il y a... Alors, sur les retraites, en 20 ans d'évolution, enfin, que j'ai repéré, sur le régime indemnitaire, la portion de régime indemnitaire chez un agent est passée... Bon, il y avait entre 10 et 15% de régime indemnitaire sur un agent de catégorie C, d'accord. Elle est passée aujourd'hui à 35%, d'accord, de sa part de rémunération. Ça veut dire que sa retraite, qui est basée certes sur les 6 derniers mois, ne se fonde plus. Oui, mais ne se fonde plus
ne se font de plus. Ce n'est pas les mêmes rémunérations non plus. Voilà. La moyenne des rémunérations catégorie C, c'est 1 400 €. Et la portion de régime indemnitaire sur lequel il n'y a aucune cotisation quasiment, parce que ce n'est pas vrai, avec le RAFP, etc., 5% sur un plafond de 20%. Donc déjà, vous avez en fait un régime indemnitaire qui vous plombe votre retraite et vous vous retrouvez sur un agent de catégorie C, non pas avoir une retraite à 75% sur votre net mensuel, mais vous êtes plutôt maintenant à 70-71%, voire moins. Et pour les cadres, c'est divisé par deux. Je souhaiterais qu'on termine là-dessus. Non, mais la réponse qu'on ne rentre pas dans un débat trop technique. Et je ne voudrais pas faire de comparaison déplacée. Mais quand à un moment donné, on commence aussi à poser la question des rémunérations des parlementaires et à la fiscalisation, et qu'on se dit il faudrait peut-être leur imposer le même régime que les citoyens français. On peut aussi se poser la question de l'harmonisation, de l'assujettissement à l'ensemble des cotisations sociales de tous les agents qui travaillent pour le public ou pour le privé, y compris le régime indemnitaire. Je suis complètement d'accord, mais à condition que la totalité soit prise en compte. On est parfaitement d'accord. Ah oui, et on gagnerait, exactement, on y gagnerait. Ça coûterait très cher. Les études qui ont été faites un peu sérieuses sur la question, elles montrent que le taux de remplacement, il est à peu près le même dans le public et dans le privé, compte tenu notamment de ce que vous dites. Et pas seulement de ça d'ailleurs, d'autres sujets aussi. Donc moi, il n'y a pas de souci. Faisons l'affaire. Et faisons l'affaire et redonnons-nous aussi la CNRACL, gardons aussi l'argent, évitons de compenser d'autres régimes de retraite, parce que la CNRACL, voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi dire les choses. Arrêtez de vous passer le micro les uns les autres. Hein. Non. Il y a une dernière question que je voudrais aborder très brièvement avant de poser la question au public. Simplement, s'il vous plaît, dans tout ça, il y avait cette question finale qui était de savoir, s'il vous plaît Philippe, qui était de savoir la notion de comment préserver avec tout ça un service public qui soit efficient et de proximité. Alors c'est le mot proximité sur lequel je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu, précisément parce que aussi il y a beaucoup de petites collectivités ici. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que est-ce que proximité, c'est forcément qualité de service public? Moi, c'est partie des questions que je me pose. Et parce qu'il y a aussi quelque chose qui se passe aujourd'hui qui touche peut-être pas toutes les collectivités, mais il y a quand même une montée du numérique, une montée du digital. On voit qu'il y a un certain nombre de choses qui évoluent, qui font de la proximité aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'une déclaration de dire il faut qu'on garde un service public de proximité et d'efficience? J'aimerais bien comprendre ce que ça veut dire pour vous. Philippe, dans un premier temps. Hier, justement, je voyais à Sceaux, moi j'ai trois EHPAD. Donc un associatif, un privé et un public. Bon, j'ai voyé les trois directeurs, on se voit de temps en temps comme ça pour discuter. Voilà. Et un des directeurs, une directrice me disait que dans un grand groupe, donc on était en train d'expérimenter le robot qui va aller chercher la personne, enfin le senior qui est dans sa chambre, qui va l'amener, y compris en le portant d'ailleurs, c'est assez marrant, qui va l'amener jusqu'à la salle à manger, qui va prendre l'ascenseur, etc. Il paraît que ça existe déjà. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, ça existe. Ah oui. Ouais. C'est bien. Non, mais tout ça pour dire, parce que vous parlez du numérique. Moi, je veux bien, mais le jour où vous allez faire garder vos gosses à la crèche par des robots, ça va pas marcher. Non, peut-être que ça marchera. Philippe, ne caricaturons pas quand même. Prenez ce qui s'est passé, par exemple, sur le système des impôts. C'est pas une caricature, c'est quelque chose qui fonctionne, qui évite à des tas de gens de se déplacer maintenant pour aller poser leur déclaration d'impôt. On peut imaginer toute une série de choses comme ça. Après, oui, mais, mais c'est de la proximité. C'est pas forcément agréable d'aller porter sa feuille. Non, mais je dis. Ah, ça fait une petite promenade, ça fait marcher, c'est bon pour la santé. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ouais, quand on peut plus se déplacer, etc. Oui, non, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut. Soyons pas manichéens, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà. Non, mais ça, c'est pas moi qui. En tout cas, alors, si jamais on rentre pas dans ce débat-là, un service public de proximité, c'est quoi? Service public de proximité, ça veut dire que quelque part, pas loin, accessible à tout le monde, il y a quelqu'un qui peut vous écouter et qui peut
prendre en considération des besoins normaux, pas des besoins extraordinaires, mais des besoins normaux que vous pouvez exprimer en matière de vie quotidienne. Voilà. Allez, on va dire ça comme ça. C'est un peu... D'accord. Après, on verra. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne à qui vous allez parler qui va forcément rendre le service, mais enfin, en tout cas, qui va vous aiguiller, qui va vous renseigner, qui va faire en sorte que ce service soit rendu. Je vais vous dire, tiens, je vais vous donner un exemple. Vous parlez de l'intercommunalité tout à l'heure. Alors nous, dans la petite couronne parisienne, vous savez, c'est les territoires, des trucs énormes, 400 000 habitants, etc. Parce que soi-disant qu'une ville de 20 000 habitants ou de 50 000 habitants n'était pas capable d'organiser elle-même son service de collecte des ordures ménagères. Bon, évidemment, c'est le foutoir. C'est un truc de 400 000 qui organise ça avec plein d'administrateurs territoriaux, pardonnez-moi. Mais enfin, parce que nous, on n'en a pas d'administrateurs territoriaux avec 20 000 habitants. On n'a pas droit, nous. Hein. On n'a pas droit, nous. Hein. Bon, donc nous, non, mais on débrouille avec les rédacteurs. Enfin, oh là là. bon, et alors, du coup... Non, le Camille-Moreau de... Bon, après cette scène d'une tristesse... Quand on collectait nous-mêmes nos poubelles, ça marchait mieux qu'avec le territoire de 400 000 habitants. Mais quand les gens râlent parce que la poubelle n'a pas été collectée ou parce que la poubelle a été mise ailleurs ou parce que ceci, cela, enfin peu importe, qu'est-ce qu'ils vont dire? Au début de l'interco, à l'accueil de la mairie, les gens disaient, bon, écoutez, vous savez, c'est plus la mairie, c'est l'interco. Mais les gens disaient, attendez, moi j'en ai rien à foutre de vos histoires, il y a la mairie qui est là. Moi, je m'adresse à vous, démerdez-vous avec vos copains. Donc maintenant, on ne dit plus allez voir. Donc maintenant, on prend en compte la demande, on transmet ça au territoire, on a une réponse une fois de temps en temps, le type revient, râle, on assume la responsabilité du service public de proximité que ne font pas les autres. D'accord. Sonia, en 2 mots, et puis on va passer la parole à Hassan. Encore un autre exemple après le PPNG, c'est la réforme de la justice du XXIe siècle sur le PACS qui va nous arriver 1er novembre. Alors là aussi, c'est la notion de territoire communal qui est remise en cause. Voilà. Puisque si vous avez la chance d'avoir un tribunal d'instance qui faisait les PACS dans le ressort de votre collectivité, en fait, c'est la collectivité qui devra assumer sur l'ensemble du ressort du tribunal d'instance l'intégralité des PACS, sans transfert d'agents, sans transfert de moyens. Donc le service public de proximité, il doit peut-être effectivement être étudié au regard peut-être des bassins d'emploi, et c'est peut-être une tendance que ce travail-là soit fait en termes, d'accessibilité en fait du service public. Là aussi, je pense que c'est un rôle important pour les centres de gestion. Les centres de gestion ont vraiment leur rôle à jouer, le rôle de passerelle, le rôle de formation, le rôle d'outils optionnels en fait sur un certain nombre de services que les collectivités ne pourront plus rendre. Et pas simplement du conseil, mais vraiment faire à la place d'eux, particulièrement pour les CDG qui sont dans la ruralité. Je fais partie des gens qui, aussi au niveau de la formation, notamment sur le CNFPT, on paye 1,3 million chaque année sur le budget de la masse salariale de la ville d'Aix-en-Provence sur le CNFPT. Avec surprise, la moitié des formations supprimées. Et oui, vous connaissez tous la réalité, obligé de négocier pied à pied les intras, etc. avec eux. Et donc, je me dis, peut-être que le CNFPT aussi, avec les centres de gestion, à un moment donné, peut-être qu'on peut rêver. Peut-être qu'il y aura un travail qui se fera de manière régionale à un moment donné. Peut-être que le CNFPT, qui n'a pas suivi l'organisation des régions, des 13 régions, avec ses délégations, peut-être travaillera aussi sur une refonte de ses moyens. Parce que si les collectivités et les communes particulièrement ont fait l'effort de baisser leur masse salariale et donc de recruter moins, de ne pas remplacer un personnel sur 2, voire sur 3, compte administratif ville d'Aix-en-Provence, moins 53 ETPT sur le compte administratif 2016 qui va passer là, au vote fin juin. Cet effort-là, il appartient à tous. Et il appartient à tous de revisiter en fait le périmètre de ces services publics. On ne peut plus s'en passer. Vous le voyez bien. Je veux dire, on est en train d'attaquer la fonction RH à travers une variable budgétaire sur des personnes qui travaillent. C'est pas celles qui travaillent pas. On vous a dit que celles qui travaillaient pas, il y en avait très peu. Donc sur celles qui travaillent. Et on ne travaille pas, nous, à
retravailler les doublons de fonctionnement, les compétences territoriales par stratification entre les intercommunalités, les régions, les départements. Il n'y a qu'à voir la culture, tout le monde en fait de la culture. Est-ce que c'est bien fait? Personne ne répond. Voilà. Donc moi, je pense que la proximité, c'est d'abord l'efficacité. Alors vraiment, en 2 mots. Hein. Juste un élément dont on n'a pas encore parlé. Ouais. Peut-être qu'une question va être posée. Pourquoi les Français apprécient autant le service public de proximité, au point d'ailleurs que le maire est l'élu le plus respecté et souvent le plus souvent réélu et donc reconduit. Tout simplement parce que la France est avec l'Espagne, les deux sont les 2 seuls pays de l'Union européenne où on fait payer aux contribuables ce qui devrait incomber à l'usager. C'est-à-dire que là où, dans tous les autres pays, on a un coût de revient qui correspond à peu près à un prix de facturation, en France, et je ne parle pas uniquement des transports, mais des écoles de musique, des classes de découverte, etc., c'est subventionné par le contribuable. Au prix, évidemment, tout le monde le sait, d'une augmentation permanente des impôts locaux. Combien de temps ça pourra durer? Voilà. Merci pour cette précision. La parole est à la salle. Je reviens sur la question des impôts et sur les mesures qui, a priori, vont toucher les communes en matière de fiscalité, notamment la taxe d'habitation, avec le projet d'Emmanuel Macron qui est de rembourser une partie, de prendre en charge une partie des taxes d'habitation et de compenser à l'euro, semble-t-il, en tout cas à taux constant, les communes, pour qu'a priori on n'ait pas un déficit de recettes. Toutefois, les augmentations d'impôts, vous le mentionniez tout à l'heure, seront à la charge des contribuables. Et ça me fait poser une question qui est la responsabilité du politique, qui a priori a été quand même plutôt responsable face aux diminutions des dotations et qui a, je pense, pris en main la réduction, en tout cas c'est le cas à Saint-Cyr, où vraiment on a fait un effort sur le fonctionnement pour justement ne pas faire payer à l'investissement les baisses de dotation. Donc on a maintenu notre investissement et on a vraiment fait un effort sur notre fonctionnement, pas que sur le 0,12 mais aussi sur le 0,11, enfin l'ensemble, en maîtrisant quand même aussi nos dépenses de personnel parce qu'on y arrive. Donc ça veut dire qu'on peut aussi le faire. Mais demain, un maire va pouvoir réaugmenter ses taux d'impôt, finalement gratis, puisque pour certains nombres de contribuables, l'ardoise va être mise à zéro, puisque la taxe quelle est votre question? Ma question, c'est est-ce qu'on ne déresponsabilise pas, alors qu'on veut responsabiliser les maires en faisant en sorte qu'ils dépensent moins? Est-ce qu'en supprimant finalement leur responsabilité, in fine, sur l'augmentation de la taxe d'habitation, puisqu'ils vont pouvoir la réaugmenter, ça sera que ce delta-là qui va être pris en charge et supporté par les lecteurs, hein, est-ce que finalement on ne va pas générer un accroissement des taux d'impôt, sans parler du fait qu'en plus on ne récompense pas les maires qui ont été responsables et qui ont maîtrisé leur taux d'impôt, puisqu'on va remettre les compteurs à zéro? Oui, cette question sur la responsabilité, alors. Non, mais bon, ça a toujours été comme ça d'ailleurs, hein. On a toujours raisonné en différentiel et pas en stock. Ça a été le cas au moment de la suppression de la taxe professionnelle, ça a été le cas au moment du plafonnement des bases 3 ans plus tôt. Enfin bon, ça a toujours été comme ça. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on est off là, vous n'avez pas invité de journaliste, ce sont des conversations avec des fonctionnaires de Bercy qui ont été consultés au moment de la conception des textes. Maintenant, les mêmes personnes, ils vont être bouclés dans leur bureau au mois de juillet et au mois d'août pour concevoir la loi de finances, et ça peut changer profondément. Donc on ne sait pas ce qui va en sortir au moment de la présentation de la loi de finances en septembre. Mais effectivement, quand on parle de responsabilisation, il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a quelques années, on pouvait impunément augmenter, ça remonte à 20 ans, ces taux de taxe d'habitation et faire payer l'État sur les dégrévés. Et quand ça a été verrouillé, on pouvait baisser les abattements, voire les supprimer, je parle de l'abattement général à la base, et faire payer l'État. Je me souviens, en 2003, d'être allé plancher dans une commune de Seine-Saint-Denis, donc je pense que je n'ai pas besoin de vous dire quelle était la couleur politique, j'ai planché devant la majorité de la majorité, c'est-à-dire le groupe communiste. Ils ont supprimé l'abattement à la base parce que leur situation financière était délicate. Et je leur ai dit, l'État, compte tenu effectivement du niveau de revenus modeste de la population de cette commune, l'État va prendre en charge 69% de ce que vous allez gagner. Le reste, c'est pour les contribuables, mais seulement 31%. Ils ont signé. Le maire s'est tourné vers le président du groupe, c'est lui qui prenait les décisions, hein, et le président du groupe a hoché de la tête, et donc ils ont décidé de le faire. Un an plus tard, ils ne l'auraient probablement pas fait parce que l'État a verrouillé le système. Donc,
quand on responsabilise, ça veut dire qu'on ne fait pas payer l'État, on fait payer le contribuable. Mais c'est quand même une responsabilité politique, puisque les gens vous attendent au tournant aux élections suivantes. Il y a quand même une responsabilité de l'élu. Philippe, sur cette responsabilité politique, Oui, bah, bien sûr. Nous sommes, enfin, quand je dis nous, je parle de l'Association des maires de France. Donc, c'est la seule mesure qui a été proposée par des candidats pendant la campagne présidentielle sur laquelle l'Association des maires de France a réagi. C'est cette histoire. Pourquoi ? D'abord, évidemment, on ne fait pas confiance, il faut le dire, à l'État pour compenser. On ne lui fait pas confiance. C'est comme ça. Peut-être qu'on a payé pour savoir. Hein, peut-être qu'on a des raisons de ne pas faire confiance, mais on ne fait pas confiance. Je vous rappelle que toute la DGF, tout ça, si on regarde l'histoire depuis la taxe sur les salaires, etc., et la taxe locale sur le chiffre d'affaires, ce sont des impôts qui ont été supprimés ou des compensations de transfert de compétences. La DGF, ça n'est que ça. Ça n'existait pas, la DGF, avant la guerre. Ça n'existait pas. Donc, on n'a pas confiance. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, il y a plus que ça, et c'est plus profond, c'est que nous n'acceptons pas qu'il y ait effectivement une déresponsabilisation des élus, mais aussi une déresponsabilisation de l'usager contribuable. Parce que ça veut dire qu'il y a des communes, chez moi ça sera moins le cas, mais il y a des communes dans lesquelles il y aura pratiquement plus de contribuables qui paieront la taxe d'habitation, qui paieront donc des impôts locaux. Il y a des communes dans lesquelles il y a 30% des habitants qui paient la taxe foncière. Bon, donc ceux-là, ils continueront à payer. Et puis, les mêmes paieront sans doute aussi la taxe d'habitation. Ça sera souvent les mêmes. Ça veut dire qu'il y a 70% des contribuables, enfin des habitants qui auront l'accès aux services publics, mais qui ne paieront plus rien. C'est totalement contradictoire avec tout le discours qui est tenu par le nouveau président de la République. Totalement contradictoire. Je ne comprends pas qu'il ait pu proposer ça. Et donc, par conséquent, nous poussons les feux, et ça fait plusieurs années, sur justement la révision des valeurs locatives, parce que c'est la seule façon de combattre cette idée, parce que l'idée est habile, la proposition est habile, puisque c'est vrai que les valeurs locatives sont devenues, au fil du temps, inéquitables. C'est pour ça qu'on pousse les feux sur la révision des valeurs locatives. Vous savez qu'elle se met en place de manière générale maintenant sur les locaux commerciaux cette année, et que donc il y a eu cette expérimentation sur 5 départements, on a des résultats. Et alors, écoutez, c'est une surprise extraordinaire. On part d'un truc qui n'est pas juste, on dit on va le rendre plus juste, et il y en a qui vont payer plus et il y en a qui vont payer moins. C'est un truc fabuleux. On a découvert le truc et on dit c'est pas possible, on va pas pouvoir le faire. Il faut la faire, cette révision, sinon c'est mort, c'est foutu. Voilà. Bon, brièvement, Michel, et puis on va prendre d'autres questions parce qu'il nous reste peu de temps. Tout le monde sait que les valeurs locatives remontent à 1970. Hein. On pourrait se dire qu'il y a encore plus vieux parce que la DGF est fondée sur ce que rapportait la TVA avant, la taxe sur les salaires, avant qu'on crée la TVA en 68. Bon. Pourquoi on ne l'a jamais changé ? Je vais vous dire, c'est très simple. C'est qu'on a des espaces communaux qui sont trop réduits. Pour pouvoir faire commodément la réforme des bases cadastrales, il faut créer quelque chose. Le concept, évidemment, c'est la THU. Sauf que, évidemment, la THU, qui est d'ailleurs rendue possible de manière facultative par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, n'a été choisie par personne. Parce qu'on ne sait pas comment la financer, comment faire des mouvements entre communes. Je m'explique. Quand vous êtes... Qu'est-ce qui est aujourd'hui aberrant dans les bases locatives ? C'est que les immeubles haussmanniens, dans lesquels on était en loi de 48, donc il y avait des shots sur le palier, ont été sous-évalués, et que les logements sociaux, disons les constructions nouvelles à partir des années 60, étaient à l'époque tout confort, ils ont très mal vieilli, sont surévalués. Michel, je voudrais qu'on soit bref sur ce sujet-là, parce qu'il y a d'autres questions derrière. Quand on habite, je prends des communes de région parisienne, au Vésinet ou à Clichy-sous-Bois, dans un cas, on n'a que du haussmannien et du pavillonnaire, et dans l'autre cas, on n'a que du logement social. Pour pouvoir arriver à faire une harmonisation des bases cadastrales, sans évidemment donner une rente de situation aux communes, c'est-à-dire automatiquement, il faudrait faire une péréquation en envoyant des bases d'une commune vers l'autre. C'est une usine à gaz. Très bien. Madame, ça me fait plaisir de voir que vous ne posez pas des questions qu'avec Stéphane Menu. Oui, donc, Monsieur Laurent, cher Président, je vous remercie d'avoir souligné les compétences et l'expertise des syndicalistes. Madame qui est en haut. Ah bah oui, c'est moi. Oui. Président. Donc, les compétences et l'expertise des syndicalistes.
ainsi que le dialogue social instauré au sein de notre Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, où nous avons les élus, où on travaille très bien, on a une cohérence, il y a un dialogue social qui est instauré. Madame, vous souhaitez alléger donc les procédures de révocation, parce que vous avez parlé de licenciement, mais moi je dis révocation. Excusez-moi, madame. Non, c'est licenciement. Hein. Elle a dit licenciement, mais dans la fonction publique, on parle de révocation. Je pense que c'est ça. Non, non. Donc, excusez-moi. Donc, madame, il y a les conseils de discipline de recours, il y a le conseil de discipline, les conseils de discipline de recours, il y a aussi le tribunal administratif qui statuera si vous voulez présenter donc vos licenciements. Et je vous pose la question, madame, comment vous pouvez faire licencier un agent qui a 50 ans ou 55 ans? Vous savez très bien que nous cotisons en tant que fonctionnaire territorial, vous le savez, que nous ne cotisons pas donc au chômage. Comment vous pouvez mettre des agents à la rue? Ensuite, monsieur Klopfer, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous avez tout à l'heure dit que vous voulez supprimer les avancements de grade, des échelons. Avec quoi vous voulez les remplacer? Donc, moi, je suis attachée, moi, j'étais avant militaire. Et j'ai choisi de rentrer dans la fonction publique pour servir mon pays, comme on le dit. Donc, j'ai choisi d'être fonctionnaire territorial. Donc, j'aimerais savoir comment vous deux, vous pouvez me dire comment vous voulez donc supprimer les avancements de grade des échelons. Comment on peut donc justifier le catégorie C, A et B? Vous savez très bien aujourd'hui avec le PPCR, ça a été vraiment une catastrophe. Par contre, madame, excusez-moi, il faudrait que ce soit... Juste, je suis éclaircie la dernière question. Aussi, je vais vous souligner que j'étais membre du conseil d'orientation régionale du CNFPT PACA. J'ai fait 2 mandats, d'accord? Nous nous sommes battus pour créer le CNFPT en 87. Et quand vous dites qu'on gaspille de cotiser dans le CNFPT, aujourd'hui, la cotisation, elle est plus de 1%, elle est à 0,90%, madame. Donc, les collectivités, est-ce que vous, en tant que collectivité, vous voulez externaliser la formation dans des structures privées? Ça coûterait très, très cher à nos maires, ça nous coûterait cher, madame. Comment vous voulez, derrière, faire des projets comme cela? Merci. Alors, je vous rappelle que dans la ruralité, souvent, on a des petites communes, il y a 2 agents. Un agent technique, un agent administratif, qui doivent, à eux, seuls, cumuler toutes les compétences comme s'il y avait 10 ou 15 agents, parce que le travail sur les communes, il reste le même. Comme c'est des communes qui n'ont pas des moyens de sous-traiter. C'est l'histoire du couteau suisse, comme on dit. Voilà. Les communes n'ont pas les moyens de sous-traiter, parce que de toute façon, je voudrais rappeler qu'il existe quand même chez nous un licenciement qui s'appelle licenciement économique, que l'on ne voit peut-être pas dans les grandes villes, mais comme en ruralité, qu'à partir du moment, pour des raisons de budget, on supprime des postes. Ça s'appelle licenciement économique. Parce que la commune ne peut pas supporter au niveau budgétaire le poste. Et c'est notamment, parce que je cumule les carences, dans l'animation et tout ce qui est l'encadrement des enfants. Et ça, on le doit au nouveau taux d'encadrement et tout ce qui s'ensuit. Et je viendrai aussi à la filière animation. À un moment donné, comment on peut parler de carrière à un jeune qui rentre dans l'animation, parce qu'il peut rentrer quand même à l'âge de 18 ans, et lui dire qu'à 65 ans, il ira avec un déambulateur chercher des gamins pour aller à la cantine ou pour les emmener dans une activité, pardon. Bien, alors, des témoignages, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse choisir quelques éléments de réponse. À 3 questions qui il vous en restera 9 et vous 14. Voilà. Donc, sur la partie en fait, de la formation du CNFPT. Alors, peut-être me suis-je mal exprimé. Il n'est pas question de supprimer le CNFPT. Moi, je trouve que c'est un outil. J'ai été formateur au CNFPT pendant très longtemps. Et c'est un outil qui est précieux pour les collectivités. Pour autant, la baisse des cotisations de 0,90%, ça représente 50 000 € à la ville d'Aix-en-Provence, vous voyez, par an. Donc c'est pas, au regard de 1,3 million qui est versé chaque année, vous voyez bien que la proportion, elle est faible. Ce que je propose simplement, c'est que le CNFPT s'adapte, comme les collectivités, comme nous, communes, comme les départements aujourd'hui, comme les régions, s'adaptent et fassent un effort pour mieux gérer leur masse salariale. Aujourd'hui, le CNFPT n'a pas suivi la réforme des régions. Et là où vous n'avez plus qu'une seule région,
vous avez encore 3 délégations. Voilà. Et c'est ça, en fait, qui va permettre au CNFPT de mieux travailler et d'offrir des formations. Moi, je refuse que le CNFPT baisse des formations et, à un moment donné, ne gère pas, comme nous le faisons, des processus d'organisation de ces équipes de travail sur les fonctions support et sur les moyens qui sont alloués. C'est ça le travail qui est demandé à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde fait des économies. Tout le monde réfléchit à faire des économies intelligentes. Et il n'est pas, pour moi, admissible, à un moment donné, que cet organisme qui fonctionne bien, qui a réussi à anticiper toute l'évolution des métiers, etc., qui, effectivement, dans la ruralité, est précieux sur l'ensemble des collectivités, à un moment donné, se retrouve en danger parce que le CNFPT est en danger. Et ce n'est pas l'augmentation des cotisations de la masse salariale qui réglera le problème. Parce que les communes, les départements, les régions, les intercommunalités sont exsangues en termes de masse salariale. Je veux dire, moi, chaque année, en fin d'année, au mois d'octobre, on commence à faire quasiment tourner la paye pour savoir, à chaque fois, toutes les semaines, pour savoir si on va passer. Et ça, c'est pas normal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas supprimer le CNFPT, c'est... Le CNFPT doit se réformer, ne serait-ce que pour cadrer aux 13 régions. Il n'y en a plus 22, c'est terminé. Il n'y en a plus que 13. Donc cette demande-là, elle est liée à ça. Ensuite, vous m'interrogez sur le licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce licenciement existe avec, effectivement, en fonction de la date de départ de l'agent, soit c'est une retraite qui va se mettre en place à terme différé, etc. Le dossier est mis en place. Donc le processus dans le statut existe déjà. Pour autant, il n'est pas mis en place. Comment voulez-vous être vertueux? Comment voulez-vous moraliser la vie publique et les élus sans que nous, les fonctionnaires, parce que j'en suis une, ne le fassions pas non plus? Comment voulez-vous dire à un agent: vous travaillez bien, vous travaillez mal? Comment ne peut-on pas accepter, à un moment donné, de dire qu'on est faillible? Bien sûr qu'on est faillible. Moi, tous les jours, je me trompe. Heureusement, mais après, je me remets en question et j'avance. Aujourd'hui, le licenciement pour insuffisance professionnelle, il est tellement complexe, il est à la marge, en fait, du conseil de discipline, etc. C'est le sortir du conseil de discipline. Tout simplement parce que ce n'est pas du disciplinaire. Tout simplement. Et à un moment donné, redonner du sens sur ce licenciement, ça ne veut pas dire dégraisser. Pourquoi? D'abord parce que vous aurez le contrôle du juge, c'est évident. Parce que vous avez des administrations maintenant où on ne fait plus n'importe quoi non plus. Il ne faut peut-être pas le faire trop tôt. Peut-être que certains élus ne sont pas assez matures et qu'il y aura des errements, certainement. Mais nous le ferons sous le contrôle du juge, nous le ferons sous le contrôle des DRH. On ne fait pas n'importe quoi.